Rose crosses over the fadeaway. Let me step back and kiss myself. Oh my gosh, MVP it's over. Oh, does anybody know how to post videos to Facebook? Oh my goodness, www.myface.com. Et bonjour à tous et bonjour à toutes, nous revoilà après une semaine d'absence et ça y est, enfin nous avons les affiches des finales de conférence. Et quelles affiches! Mais avant d'en parler, je vous présente mes collègues, comme d'habitude, qui seront avec moi pour en parler aujourd'hui, à savoir Guillaume de basketinfo.com, toujours. Ça va Guillaume? Ça va, salut à tous, salut Antoine. Bon alors Guillaume, ça y est, heureux? Ah, tu moi, as, je suis tu heureux, vas peut-être, tu as deux doigts à avoir ta finale ta finale j'ai- de NBA de rêve. Exactement. Bah, non, on va pas en attendre. Ah bah là, je voulais pas qu'on en parle, mais voilà. On va y revenir tout à l'heure, Guillaume, t'inquiète. J'ai rien dit. Mais je suis très heureux pour toi aussi. Vraiment, Bon, on a Nico aussi qui est là. Salut Nico. Salut tout le monde. Ça va Nico? Toi, t'es aussi enthousiaste que Guillaume à l'idée d'avoir une finale comme ça? Mais je crois qu'il y a quelques semaines, j'avais dit que ce serait un peu triste d'avoir Indiana en finale du championnat. Ouais. Donc je vais jouer pour Miami. Hein. Bon, on va te suivre là-dessus, je crois. Et Guillaume, on va le laisser un peu de côté. On a Lucas aussi avec nous. Salut Lucas. Salut. Ça va? Ça va. Bon alors Lucas et Nico, que vous retrouvez respectivement sur vas-y Nico, tu vas me le dire. Le mec il a pas envie de bosser aujourd'hui. non, j'ai pas envie, c'est trop compliqué. Sur Basket Info, on va dire. Sur Basket Info. Non, mais c'est le rappelle-moi le blog parce que c'est vrai que j'ai Unlimited NBA. Voilà, unlimitednba.blogspot.com. Voilà. Bon messieurs, alors oui, ça y est, nous connaissons enfin ces affiches de finale de conférence. J'ai envie de dire plutôt pas mal, du moins du côté de l'Ouest, c'est pas mal quand même. Spurs Grizzlies. C'est old school surtout. C'est du jeu à l'ancienne, bien. Bah d'ailleurs ça fait 3 équipes sur 4 presque qui ont un peu ce même jeu là, je trouve. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Oui, un petit peu. Mais c'est vrai que tu le dis, c'est vraiment old school. Je crois qu'on va retourner un petit peu aux fondamentaux finalement avec cette affiche là, et c'est vraiment pas plus mal du tout. Et de l'autre côté aussi, Indiana, Miami. Alors là, Guillaume, c'est toi qui vas le mieux en parler. Ou le moins bien justement. Ou le moins bien. Donc c'est bon. Indiana pour toi, c'était vraiment mérité. La finale de conférence, oui, mais Ouais. la finale NBA, c'est quand même une autre affaire, je pense. Ouais. Bon, mais de toute façon, on va revenir. On a le temps. On a toute l'émission pour en parler. On va y revenir. Justement aujourd'hui, le programme de l'émission, je vous le donne tout de suite. On va revenir sur les demi-finales de conférence auxquelles nous avons assisté. Les demi-finales, donc on a eu du beau spectacle avec les Spurs Warriors, avec le choc qu'on attendait, OKC Grizzlies, qui finalement c'est joué de très peu, même si la série s'est pliée rapidement. On va parler aussi à l'Est, Knicks Indiana, qui s'est terminé cette nuit, avec pour ma part, je le pense, pour ma part un jeu un petit peu pauvre du côté des Knicks, qui visaient tous une finale NBA. Donc on y reviendra. Vous avez pas eu l'impression d'ailleurs que ça a été un peu plus rugueux et saccadé à l'Est par rapport à l'Ouest? Comme c'est tout le temps le cas, il y a une espèce de culture comme ça à l'Est où ça défend beaucoup mieux, beaucoup plus fort, et beaucoup plus d'intensité et peut-être un peu moins de talent si je peux dire. D'accord, écoute, oui, je crois que c'est bien, je crois que tu as bien résumé la situation, c'est exactement ce à quoi je pensais. Donc voilà, je pensais surtout à ce Bulls hit là qui a été très très haché, et puis finalement avec des Bulls qui se sont fait eux-mêmes hacher. Donc ouais, on en reparlera tout à l'heure. Ensuite, je sais pas si vous ne le savez pas encore, mais Lisa viendra nous rejoindre pour nous passer à tabac avec son quiz en fin d'émission. Quiz nouvelle formule. On va voir ce que ça donne. À vrai dire, j'ai aucune idée de ce qui va se passer. Donc, Mon dieu. ça va être plutôt marrant. Et puis La balle à J.R. Smith en fait, c'est ça hein. Exactement, voilà, on a passé la balle à J.R. Smith pour la fin de l'émission. Donc c'est pas mal cette image, très très bien vu Nico, je t'augmente, c'est pas. Je sais pas si elle va bien me prendre, hein. T'as mérité ton augmentation. Ouais. 2 euros de plus. 2 euros de plus pour toi. Et donc voilà, et tout de suite, on va commencer comme d'habitude avec la question des auditeurs. Et si vous êtes prêts messieurs, c'est parti, jingle. Y'all gonna make me lose my mind. Rose crosses over the fadeaway. Let me step back and kiss myself. MVP time.
C'est parti tout de suite, la question des auditeurs. On est de retour, donc c'est parti. Première question de Pierre. Plus de Séraphin, Mahimi, Traoré et ni de Noah. Qu'allons-nous devenir en équipe de France cet été pour l'Euro? Eh ouais les gars. Eh ouais, la question. Bon, le secteur intérieur est un peu décimé là pour les Français. Comment s'annonce l'Euro là pour vous? Non, mais si, il y a toujours du pivot derrière. Ça Bon, depuis déjà, quelques années. Alors, commence un peu on va voir déjà d'un point de vue général. Comment s'annonce l'Euro d'après vous, point de vue de l'équipe? Bah, ça va quand même être une belle équipe, quoi, parce que même si c'est un peu décimé à l'intérieur, la France, ça reste quand même une grosse puissance au niveau européen. Et en face, il y a aussi l'Espagne qui aura pas Pau-Gasol non plus. Donc, il y a toujours de la place, hein, sachant que le réservoir de joueurs à l'arrière et à l'aile est quand même assez énorme au niveau français. Ça va quand même être une équipe qui a de la gueule, hein. Bon, on rappelle qu'on aura toujours sûrement une base Tony Parker, Nicolas Batum, Boris Dio, je pense. Je pense que vous voyez la même chose que moi. Oui, plus Nando De Colo, tout ça. Donc il y aura toujours du monde, hein, ça c'est pas un problème, je pense. Hein. Ouais, donc bon. Après, c'est ce secteur intérieur hein, qui est visé par la question. Effectivement, Kevin Séraphin l'a annoncé plus ou moins maladroitement. C'était son abandon pour l'équipe de France cet été pour se consacrer à sa carrière NBA. Qui s'est fait bien remonter les bretelles par Jacques Monclar d'ailleurs. Par Jacques Monclar, effectivement. Bon, ça c'est plus c'est vraiment un truc à part. Moi, je veux pas commenter parce que Jacques Monclar a ses avis, mais on va pas commenter. Mais c'est vrai qu'il s'est fait remonter. Yann Mahimi, qui apparemment ne devrait pas faire partie. Ça c'est lui qui l'a annoncé. Qui aimerait bien lui se faire remonter les bretelles par Jacques Monclar. Exactement. Ali Traoré, qui n'est pas là non plus, qui vient de se blesser au genou, la saison très compliquée pour lui. Joachim Noah, qui lui, clairement est blessé depuis 4 ans, donc voilà. Non, mais c'est ça, pour le secteur intérieur déjà, qui est-ce qui va remplacer tous ces joueurs? Alexia Ginsa déjà qui fait une plutôt belle saison à Strasbourg cette année. Donc c'est pas une blague, hein, ça? C'est pas une blague, non. Il fait vraiment une super saison, quoi, que ça soit au scoring, au rebond, au contre. Il aurait très bien pu être MVP français, quoi, si ça avait pas été Edwin Jackson. Mais là même, il a été assez impressionnant en playoff, notamment sur le premier match. Donc. C'est pour ça que tu as gardé la semaine dernière des petits mix sur Alexia Ginsa, c'est ça, toujours dans les bons coups. non, mais clairement, c'est vrai on peut vraiment penser que, en plus, il est sous les ordres de Vincent Collet à Strasbourg. Vincent Collet, on peut penser qu'il bien sûr va le reprendre aussi en équipe de France, sachant qu'il le voit évoluer tous les jours et peut mesurer lui le talent du joueur. Bon, et puis le bon espoir, c'est quand même Rudy Gobert qui voit sa cote monter de plus en plus en vue de la draft, donc on peut aussi se dire que ça peut être une bonne plus-value pour l'équipe de France, quoi. Alors justement, Rudy Gobert, est-ce que vous pensez que son été sera pas assez chargé comme ça pour l'équipe de France, ou est-ce que vous pensez vraiment qu'il peut répondre au rendez-vous? Parce que si Rudy Gobert est drafté, peut-être qu'on imagine qu'il aura des sollicitations d'ici et là. Est-ce que vous pensez que l'équipe de France est négociable pour lui? Après, tout dépend de la franchise qu'il aura drafté en fait, parce que ça dépend souvent de la vision des choses des équipes. Il y a des équipes qui sont pas trop ouvertes à l'idée que leurs internationaux jouent pendant l'été les compétitions. Marc Cuban, d'autres au contraire veulent que ces joueurs-là profitent de ce moment justement pour continuer de progresser. Hein. Ouais. Je me souviens, je crois que c'était Enes Kanter qui dès son année de draft avait fait un Euro ou un championnat du monde, je sais pas. Et ça dépend vraiment de la franchise. Ça c'était plutôt bon plan pour lui puisqu'il avait pas joué de sa saison NCAA, donc. Complètement. Ça, je pense que c'était un bon coup de la part du GM du Jazz parce que s'il faisait pas ça, il aurait été un petit peu hors de forme en arrivant. Donc à l'intérieur sûrement Alexis Ginsa ou Rudy Gobert, mais peut-être encore Ludo Vatti, on peut penser à lui, le maritime. Complètement, il a fait pas mal d'Europe cette année. Ouais, et puis il avait commencé la préparation avec l'équipe de France l'année dernière, on se rappelle, pour les JO, donc il avait même plutôt bien tenu la baraque, je crois. Ouais, non, c'est un excellent joueur. Dans cette équipe de France, qui aime bien jouer small ball avec un 4 en pivot, que ce soit Boris Dio ou Florent Pietrus, ça peut aussi être très intéressant pour l'équipe de France. Et bah du coup, pour répondre à cette question, il y a encore une petite réserve à l'intérieur. Effectivement,
ne mâchons pas les mots, ça sera pas du calibre de Joachim Noah ou effectivement le trio Traoré, Séraphin, Maimi, mais il y a quand même une petite réserve de joueurs plutôt puissants à l'intérieur et qui peuvent se révéler durant cet Euro en fait. Bah après, il y a un autre paramètre aussi qui va être assez intéressant, c'est que pour la première fois depuis assez longtemps, on a des Français qui sont des joueurs majeurs dans un club qui fait les quarts de finale d'Euroleague. Là, on a eu Thomas Hurtel et Fabien Causeur qui ont très bien joué avec Vitoria cette saison et qui ont fait les quarts, qui ont été des éléments clés de leur équipe pendant les quarts. Et ça faisait très très longtemps qu'on n'avait pas eu 2 Français qui faisaient les playoffs Euroleague et surtout 2 Français qui étaient importants pour leur équipe. Donc ça, je pense que dans un contexte international, ça va beaucoup jouer. C'est effectivement le dernier joueur qu'on a eu qui était une valeur sûre en Euroleague, c'était Mick Gelabal. Et ça fait, mais depuis, il y avait eu personne, quoi. Donc là, effectivement, ça va être super intéressant. Après, faut voir si Collet prendra Causeur et Hurtel, mais à mon avis, en tout cas, Hurtel à la main, il a carrément sa chance. Ouais, mais justement, on connaît un peu les principes de Vincent Collet, de laisser la main Tony Parker et Nando De Colo. Je pense que justement, je suis pas aussi optimiste que toi. Je me demande bien si ça va pas être bouché pour les 2 arrières là de Vitoria. Bah après, c'est pas impossible, quoi, parce que c'est vrai que c'est le poste qui est le plus blindé en équipe de France, c'est Vincent Collet. Ça fait un petit moment. C'est un coach qui aime bien les joueurs NBA, c'est assez rare en France d'ailleurs. Mais c'est bien, c'est toujours bien d'avoir des joueurs Euroleague dans sa valise quand on part sur une compétition internationale comme ça. Donc même si Causeur avait pas été très convaincant lors de ses dernières sorties en bleu, là il a encore franchi un nouveau palier cette année. Et, je pense que ça pourra être un joueur qui va être très intéressant, quoi. Bon, en tout cas, pour répondre à cette question, sûrement oui. Bon bah voilà, le secteur intérieur, et ben on verra ce qu'il adviendra. Et puis juste avant, on a peut-être oublié Ronny Turiaf un peu. Je sais pas oui, mais Ronny Turiaf, je l'avais oublié, comme Vinicius l'a oublié en fait dans les playoffs. Donc bah, si tu veux dire un mot sur Ronny, vas-y. Non, voilà juste qu'il est là, quoi. Donc appelez-le si vous avez envie. On vous donnera son numéro de téléphone à la fin de l'émission. Non, oui, Ronny Turiaf, effectivement, on peut y penser. De toute façon, on peut penser que Ronny Turiaf, avec le peu de marge de manœuvre qui est à l'intérieur, on peut penser qu'il sera présent déjà dans les 13, je pense. Et si on va par là, on peut aussi penser à Yohan Petro. Bon, ok, on va passer à la question suivante. On va passer à la question suivante. Donc, je suis désolé. Thomas, Alex Len pense qu'il sera le meilleur joueur de cette draft. Qu'en pense Nico, le roi de la NCAA? Ah ouais, quand même. Ah ouais. Non, je pense pas qu'il dit le meilleur joueur, il dit le plus grand potentiel, c'est ça? Oui, celui qui à terme deviendra le joueur majeur dans son équipe. Oui, enfin celui qui a le plus de potentiel, donc celui qui a le plus enfin comment dire qui est celui dans le plus haut niveau une fois complètement développé. Ce qui arrive pas à tous les joueurs de se développer complètement. Alors il a pas forcément tort, hein, Alex Len, c'est un pivot de 2m13 16, 2m16. Excusez-moi. Qui a aussi de très bonnes mains et qui est très jeune. Donc effectivement, il a un énorme potentiel parce qu'il peut, avec des bonnes mains et un bon physique, on peut aller très très loin en NBA et assez facilement toucher 10 millions de dollars par an apparemment. Mais il est loin d'être le seul à avoir un potentiel aussi grand. On parle de Nerlens Noel aussi, de McLemore, mais aussi de Anthony Bennett qui est un énorme jeu offensif, mais aussi beaucoup de défauts qui plombent un peu, mais potentiellement il peut devenir un exceptionnel joueur aussi. Cody Zeller aussi, où on sait pas trop ce qu'il va devenir, mais s'il arrive à continuer son développement et à transférer son jeu NCAA à la NBA, lui aussi il peut être un très 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 bon joueur. En termes de potentiel, il y a beaucoup de joueurs qui peuvent, mais ce n'est que du potentiel, ça veut absolument rien dire. C'est vraiment une illusion enfin, tout le monde peut le dire dans cette draft un peu faiblarde, sans que ça ait une véritable incidence sur leur carrière en fait. Oui, oui, c'est vrai que là-dessus on a plutôt l'impression qu'effectivement dans cette draft chacun peut se voir un peu le meilleur joueur de sa génération finalement, puisque jamais de ces dernières années la draft n'a été aussi indécise en fait. Oui, puis un joueur peut dire que j'ai le plus grand potentiel du monde, c'est pas pour ça qu'il le réalisera, donc et puis c'est pas difficilement mesurable, donc il peut le dire, hein, il n'y aura pas grand monde pour le contredire, mais d'autres peuvent le dire aussi, et puis ça joue juste de manière assez minime dans sa sélection à la draft, je pense. Très bien. Messieurs, si vous avez quelque chose à ajouter, Guillaume, Lucas? Bah moi surtout que c'est une draft cette année où il y a beaucoup de pivots, c'est assez rare. Et le fait est que pour les pivots, c'est assez dur de les juger quand ils sont jeunes. En général, ils brillent surtout par leur physique, quoi, parce qu'au niveau de l'opposition qu'ils ont, c'est plus facile pour eux de jouer contre des joueurs qui sont pas encore des adultes. C'est plus facile de jouer sur le physique. Donc effectivement, c'est assez dur de juger
du potentiel de chacun, étant donné que c'est des joueurs pour qui, pour le moment, c'est relativement aisé à leur poste. Mais ça faisait très longtemps qu'il n'y avait pas eu une draft où il y avait eu autant de pivots. Et je pense que c'est en partie pour ça qu'on peut juger que la draft est faible pour le moment, parce qu'on peut pas vraiment évaluer le niveau réel de ces joueurs. Pour les pivots, c'est très dur de juger quand ils sont jeunes. Et là, il y en a vraiment beaucoup cette année, quoi, que ça soit Gobert, Len, Zeller, Noël, il y a Olynyk aussi, quoi. Donc, ça fait quand même beaucoup de monde sur ce créneau-là. Bon, alors après ça, j'ai juste envie de passer une petite dédicace à Michael Olowokandi, ancien premier, ancien numéro 1 de draft. Voilà. C'était juste pour la petite parenthèse. Ok, bon bah les gars, je pense que vous avez bien répondu à la question. J'ai une petite question juste de dernière minute là qui vient juste de m'arriver, là de Marie, qui me dit qui de mieux que, alors oui, ça va être plutôt pas mal de pouvoir répondre à ça. Qui de mieux que Vinny Del Negro pour coacher les Clippers l'année prochaine? Tout le monde. Je l'attendais. Non, et elle me demande si vous avez un nom en particulier qui pourrait s'occuper des Clippers à la juste valeur de l'équipe. Il y en a quand même pas mal sur le marché en ce moment. Je pense à Jerry Sloan ou. Non, mais Jerry Sloan, on peut-être, l'a déjà dit, lui, il veut retourner au Jazz, ça suffit. On l'embête. Ouais. Après, t'as d'autres noms. Je pense à notamment un Nate McMillan qui est basé un peu plus défensif, donc ça pourrait aussi aider cette équipe dans ce domaine. Mais ouais, comme disait Nico, je pense que de toute façon, quand t'as un joueur comme Chris Paul sur le terrain, limite, t'as pas besoin d'un coach, quoi. Mike Milan, est-ce que ouais, ce serait pas le nom le plus ronflant pour reprendre les Clippers quand on voit ce qu'il a fait avec les Blazers? Si, mais ça fait 3 ans qu'il est non plus renflant, il a toujours pas de club, c'est ça à peu près, donc je sais pas. On pourrait Qu'est-ce se qui se passe demander pourquoi il a pas de club. Et pourquoi pas Byron Scott? Ah oui, ça peut être Oui, il joue en exact, plus. ouais. Chris Paul sera content en plus, qui était son entraîneur lors du meilleur moment de sa carrière, je pense. Ou... Ah oui, Ouais, c'est pour Hornets, c'est- ouais. Voilà, c'est pour ça, j'ai Ouais, envie de dire Byron Scott qui se fait limoger, pourquoi pas est-ce que Donald Sterling va se rabattre sur lui? Moi, je Pour pense. lui, Surtout que pour lui, pas c'est le la coach bonne le plus affaire, cher, hein. en plus. Mais Ouais, c'est la bonne affaire. Le mec, il quitte Cleveland et il se retrouve chez les Clippers. C'est Bah, pas mal ouais, pour lui aussi, quoi. surtout avec une base d'équipe comme ça, si Chris Paul reste, je pense qu'effectivement ça peut être un choix assez judicieux. Et puis quand je vois ce qu'il a fait avec les Cavaliers, même s'il n'a pas été conservé, je trouve que cet entraîneur a un potentiel avec une équipe assez énorme, donc avec une vraie équipe. Donc je pense que pour moi ça serait le nom le plus ronflant. Voilà. Désolé d'avoir répondu à la question. Si vous aviez un nom plus ronflant, les gars, je vous écoute. Bah, il y a Obradovic qui a dit qu'il aimerait bien coacher en NBA, donc. Ça c'est une bonne idée aussi. Après, à savoir si l'intégration se passerait aussi Ce facilement. serait autre chose, quoi. Bon, Obradovic, il a quand même gagné 4 fois l'Euroleague, quoi. Donc c'est quand même pas n'importe qui, quoi. Oui, mais c'est pour ça qu'après il y a quand même toujours un petit fossé entre. Oui, puis c'est sûr. Je sais pas comment les joueurs NBA ils vont encaisser Obradovic, quoi. C'est ça la difficulté. Voilà, Et une ça. réputation de mec très très dur et très très sévère. Ça peut passer, mais bon, en NBA c'est quand même une autre histoire quand même. Hein. Ouais, c'est ça. C'est comme si tu mettais un Dusko Ivanovic en NBA. C'est pareil. Je sais pas si en fait la question se pose de la légitimité pour les joueurs, je pense, à mon avis. Ouais, c'est vrai que c'est un paramètre à prendre en compte et à mon avis surtout pour ça qu'il n'y a pas encore eu de coach européen en NBA. Mais je crois que les Hawks par contre sont en train de voir s'ils vont pas prendre Messina pour l'an prochain. Donc ça Et pourrait pour être une Messina, première et ça pourrait ouais. être intéressant à voir. Ouais, c'est vrai. Bon, en tout cas, voilà. Moi, pour ma part, ça serait Byron Scott. Lucas, toi, tu vois un coach européen. Guillaume. Non, moi Byron Scott aussi, j'y ai pas Ouais, pensé, Byron mais Scott. c'est une très bonne idée. Ouais. Guillaume. Non, ouais, pareil. Après, c'est pas nous qui décidons. Hein. C'est les Clippers qui vont décider qui préfère aller pour leur nouveau coach. Mais On commence Byron pas à faire Scott, son rabat-joie. Là. Dis-nous un nom. On veut un nom. tu veux un nom? Phil Jackson, ça te va? Le fantasme Phil Jackson, va-t-il revenir? Tiens, d'ailleurs, on en profite pour rappeler que Doc Rivers sera à la tête des Celtics l'année dernière, l'année prochaine, parce que L'année dernière aussi d'ailleurs. Premier sur l'info, quoi. Doc Rivers c'était bien au Celtics cette saison. Hein. Voilà, nous on donne l'info en direct. Non, mais oui, parce qu'on a entendu pas mal de rumeurs hein, sur le départ de Doc Rivers, tout ça. Mais bon, voilà, il sera là l'année prochaine. D'ailleurs. Ça me permet de rebondir sur la question d'après. C'est sur les Celtics. Faut-il démanteler l'équipe des Celtics pour repartir de zéro l'année prochaine? Alors c'est un peu l'impression que donne la volonté de Danny Ainge. On a l'impression un petit peu, et je trouve que c'est un peu risqué. Je sais pas, Paul Pierce c'est quand même un monument, et c'est quand même grâce notamment en partie à lui qu'ils ont gagné le titre. Et je trouve que c'est dommage de tout découper comme ça au lieu de laisser finir ça tranquillement. Ouais. Et puis, surtout Paul Pierce, c'est quoi la contrepartie quoi?
On a parlé pendant la saison de Rudiger. Pour moi, sportivement, Paul Pierce, il vaut 2 fois Rudiger. On parlait aussi, pourquoi pas, d'échanger Paul Pierce contre un top choix de draft. Bon, cette année, c'est peut-être pas la meilleure année pour faire ça, étant donné cette QV de draft, comme on l'a dit, qui était pas forcément idéale. Donc oui, et puis bien sûr le côté sentimental et sportif. Voilà, donc il y a quand même 2 aspects qui sont quand même importants et que Danny Ainge est en train de pisser dessus allègrement comme il fait depuis des années. Voilà. Juste une petite question. Josh Smith n'a pas signé d'extension de contrat avec les Hawks. Non. Non, voilà. Donc le meilleur ami de Rajon Rondo, là, on peut imaginer que peut-être. Non, ça vous parle pas ça? Bah, et si, je sais pas comment tu veux qu'ils fassent parce que ils ont une masse salariale qui est blindée, donc. Et si jamais tu n'as plus de Garnett ni de Pierce. Oui, mais tu peux pas les avoir en échange de place salariale pour cette année-là, quoi. Oui, en fait, c'est un petit peu compliqué pour Danny Ainge là cette année. Non, en fait, le truc c'est que Danny Ainge. Par contre, ce qui est intéressant, ce que tu dis Antoine, c'est que si Paul Pierce s'en va, Kevin Garnett devrait aussi prendre sa retraite ou s'en aller. Donc ça aussi, c'est quand même assez important et il faut prendre en considération dans l'équation. D'ailleurs, depuis ces derniers temps, on parle d'un échange toujours là qui se fait insistant entre les Clippers et les Celtics. Non, c'est pas sérieux. C'est purement fantasy, c'est un journaliste qui a inventé ça pour créer un débat, mais c'est vraiment pas une piste sérieuse. D'accord, ok. Bon, bah très bien. Voilà, tu m'as coupé dans mon élan. Et il ne reste plus qu'à clore le débat. Non, si vous avez quelque chose à ajouter là-dessus, honnêtement, moi, en étant fan de Celtic, je peux vous dire que j'attends quand même depuis un moment de savoir ce que va devenir Paul Pierce. Et honnêtement, je suis pas contre la retraite, que ça soit Pierce ou Garnett. Alors effectivement, je vais peut-être me faire caillasser, mais j'ai envie de dire que voilà, faut se baser sur une reconstruction. Maintenant c'est Jeff Green, maintenant c'est Rajon Rondo. Je pense qu'il faut les entourer désormais. Il faut ramener un big man, faut ramener un ailier d'envergure. Et je pense que l'équipe peut repartir sur une nouvelle base. Et faut pas s'entêter à essayer de faire revenir Paul Pierce, de faire revenir Kevin Garnett chaque année. Il y a un moment donné, on l'a vu un petit peu en playoff cette année, et ben ça peut pas suivre. Il y a l'âge qui, voilà. Je pense que. Ouais, non, mais c'est clair, un Paul Pierce qui a 35 ans et qui rapporte 20 points par match et qui met tous les tirs dans le money time. Ouais, non, mais c'est de la merde. Non, c'est pas. Non, après, le problème Antoine, c'est que cette année, avec la blessure de Rajon Rondo, Paul Pierce a été élevé à un rang de go-to-guy, de franchise player, qu'il n'aurait pas dû avoir cette année. Mais attends, si c'est quand Rondo sera de retour, que Jeff Green continuera de s'améliorer et que la machine recommencera à marcher pour les Celtics, moi, Paul Pierce, en tant que 2e ou 3e option de l'équipe, je le garde. Hein. Je suis d'accord. En 2e ou 3e option. À quel prix après? À quel prix? C'est ça le truc, c'est que tu peux pas te permettre de conserver un Paul Pierce à 20 millions qui est clairement sur la pente descendante et voilà, moi, comme tu viens de le dire, Rajon Rondo au top niveau avec Jeff Green qui s'améliore et etc. Ben moi, je suis désolé, je les entoure de nouveaux joueurs jeunes. Attends. Est-ce que 18 points par match, attends, combien je regarde là? 6 rebonds, 5 passes. Mais c'est pas ça qui m'a. Paul Pierce. Paul Pierce, il a été la première option offensive de son équipe cette année en l'absence de Rajon Rondo. Heureusement qu'il marque les 18 points par match. Je suis désolé, j'ai pas envie d'être dur comme ça avec Paul Pierce, mais c'est pas ça le problème. Je te dis, c'est que c'est des stats et une productivité qui mérite 15 millions. Attends, il y a des contrats plus scandaleux que ça, quoi. Et je suis d'accord, mais moi, le seul élément dans lequel Paul Pierce, je le trouverais encore énorme, c'est le fait de sa clutchitude entre guillemets, de sa prise de responsabilité qui est encore énormissime. Mais après, sur un match, je suis désolé, rapporter 18 points par match, bien sûr à cet âge-là c'est énorme, mais quand t'es la première option de ton équipe, et voilà, je pense que c'est clairement normal. Je suis désolé, Paul Pierce, tout ce qu'il a fait à Boston, je suis le premier à l'idolâtrer, mais voilà, point final, à un moment donné la parenthèse se referme et point. Et après, est-ce qu'il vaut mieux pas reconstruire en ayant Paul Pierce et Kevin Garnett qui sont justement un peu des garants d'un état? Moi je suis d'accord avec ça, mais sur une base minimum, pas sur un salaire de 20 millions de dollars par an, par an. Je pense que la vraie qui bouge la possibilité de recruter d'autres personnes. Bah après, c'est pas cool pour Paul Pierce quand même, parce que lui, il a baissé son salaire il y a quelques années justement pour qu'il y ait des nouveaux joueurs qui puissent arriver, quoi. Donc lui demander de baisser à nouveau son salaire, ça quand même un peu se foutre de lui, quoi. Sachant que Paul Pierce, ça reste, voilà, moi je suis relativement d'accord avec Guillaume là-dessus. Paul Pierce, c'est encore top 5 à son poste quand même, quoi.
Et peu attends, importe son âge, si on- 18 points par match, c'est énorme, quoi. Cette année, je crois qu'il y a même pas 10 joueurs qui ont marqué 20 points par match. Donc, Je suis effectivement, d'accord. il envoie toujours, quoi. Et Je bah, suis d'accord à avec- ce prix-là, ça passe, quoi. Mais le Je problème, suis c'est d'accord avec qu'effectivement, faut aller Vas-y, voir pas un toi, peu plus Antoine, loin vas-y, pas aussi, toi. quoi. Non, mais je suis assez d'accord avec vous. Mais le problème, c'est qu'on est sur une phase descendante maintenant. Je veux Mais dire, non, mais mais si, tu verras l'an il le prochain. fera, mais il le fera pas mieux que ça. Il faut que son salaire soit moindre. À la limite, s'il sortait 6e homme ou un truc comme ça avait déjà été évoqué, ok, mais le gars, je peux pas le laisser à 20 millions par an et boucher d'autres arrivées possibles en laissant Paul Pierce à. Attends, Antoine, s'il y a Alors, quelqu'un, alors, s'il y a quelqu'un qu'il faut, tu es Danny Ainge, là tu vas re-signer Paul Pierce pour une saison à 20 millions de dollars juste pour pouvoir conserver Garnett avec. T'es sérieux? je préfère signer Paul Pierce à 15 millions ou 20 millions, et dégager dans le même temps des Jason Terry, des Courtney Lee, des Brandon Bass qui apportent rien. Ah bah, Si tu vas comme d'accord, ça, je mais préfère eux surpayer aussi, Paul Pierce mais- que les autres. Eux aussi, je les aurais dégagés depuis longtemps, mais. De Et, toute façon, ouais, t'aimes pas Boston, toi. juste une Non, j'aime pas précision. cette construction d'équipe, là, cette année, pour moi, ça a été calamiteux. J'aime pas cette construction. Non, mais juste une précision. Paul Pierce, il reste qu'une seule année de contrat à 15 millions l'année prochaine. Et oui. Donc ça vaut pas le coup de le transférer pour, enfin, Pau Gasol qui lui est après un peu moins vieux, mais il est aussi vieux et puis il a beaucoup plus d'années sur son contrat, et un contrat encore plus cher. Ou d'autres joueurs comme ça, parce que voir contre un Paul Pierce de 35 ans, je risque pas d'avoir grand chose non plus, de vraiment de grande qualité. Mais en revanche, je suis d'accord sur le fait que si la saison prochaine est à 15 millions et que voilà, c'est possibilité de transférer zéro, je suis d'accord qu'il faut le garder pour l'année prochaine et construire, voilà, en virant, comme tu l'as dit, Jason Terry, etc. Enfin, tous les petits ajouts qui ont été faits comme ça au fur et à mesure du temps pour garder Paul Pierce et pour essayer de jouer le titre une dernière fois, encore une fois, comme on le dit depuis longtemps. Après, c'était, je savais que j'ai peut-être été un peu dur en disant, c'est peut-être pas forcément pour l'année prochaine, mais après cette année-là, je pense qu'il faudra songer vraiment à reconstruire l'équipe de manière crédible. C'est ça que j'entends en fait. Non, mais on verra. Mais n'oublie pas aussi que cette année, si tu mets Rondo dans cette équipe, ils battent New York au premier tour et ils vont peut-être même emmerder Indiana au deuxième tour. Non, Donc mais c'est vraiment, c'est pas bien de juger Boston sur cette saison, ni Non, Paul mais Pierce sur cette saison, quoi. attention parce que ça je le dis depuis un moment. Pour Paul Pierce, pour moi, effectivement, il est toujours aussi bon, mais à un moment donné, la phase descendante arrive et je pense que le contrat de 20 millions n'est plus justifié. Voilà, c'est tout. Donc, On tombera pas d'accord de toute façon. ben non, mais je pense qu'à 38 ans, les gars, tous les fans des Celtics continueront à dire, ah, Paul Pierce, faut le garder, c'est bon, c'est l'esprit, c'est le capitaine, c'est machin, le gars fera 6 points par match et putain, j'aurais dû être GM, moi, en fait, c'est ça le truc, j'ai pas de cœur. Oh putain. Non, mais bon, voilà. Bon, on va clore le débat pour Boston, mais Antoine, il y a un poster de Danny Ainge dans la mais par contre, je suis d'accord pour dire que voilà, effectivement, Paul Pierce, Legend, Kevin Garnett, exactement, ça, il y a pas de souci là-dessus, c'est deux joueurs qui font partie des meilleurs voilà. Bon, bref, allez, on va clore le débat, on va arrêter la question des auditeurs avant qu'on se frappe dessus, et on va revenir tout de suite juste après ça, on va revenir pour le petit débrief des demi-finales. À tout de suite. Y'all gonna make me lose my mind. Rose crosses over the fadeaway. Kiss myself. MVP time. C'est reparti tout de suite avec donc on vous l'a dit tout à l'heure, on va faire un petit débrief des demi-finales de conférence et on va commencer avec ce OKC Memphis Grizzlies qui s'est soldé par une victoire des Grizzlies et une première finale de conférence dans l'histoire de Memphis. Donc Guillaume, c'est toi qui vas le mieux en parler pour l'instant. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette série? Est-ce que ça a été l'apothéose pour toi? L'apothéose, non, je sais pas, ça a été l'apothéose pour Memphis. Ce qui a été intéressant, c'est de voir, pour moi le plus intéressant, ça a été cette force de caractère qu'a montré Memphis, qu'il n'avait pas montré les années précédentes. Dans le sens où ils ont appris à gérer leur fin de match, ils ont appris à gérer la pression, alors que même au premier match de cette série, on avait vu OKC remonter d'une belle avance et gagner le match, donc on pouvait se dire peut-être que mentalement Memphis y était pas encore. Eh bien pour le coup, ils ont prouvé sur les quatre matchs suivants, qu'ils étaient vraiment là et qu'ils pouvaient très légitimement prétendre à une place en finale NBA, quoi. D'accord. Et on va commencer tout de suite par le commencement. Déjà, est-ce que vous pensez que ça a été un choix payant de faire partir Rudy Gay pour Tayshaun Prince? Bah c'est difficile de leur donner tort maintenant, mais ça restait très risqué. Et puis
je demanderais quand même à voir ce que devrait donner cette équipe avec Rudiger maintenant, quoi, parce que je suis pas convaincu qu'ils auraient fait moins bien. Rudiger est un peu problématique sur sa sélection de tir, mais c'est un peu mieux cadré, surtout dans un contexte playoff. Il aurait peut-être été intéressant, notamment par sa capacité de création de tir, de son propre tir. Il aurait peut-être pu aussi être intéressant. Donc, ce qui rendait d'un côté, il peut-être le récupérer de l'autre. Donc, je suis pas convaincu que ce soit vraiment une mauvaise chose ou une bonne chose qu'il l'ait pas gardé, ou je sais pas. Je pense pas qu'on puisse répondre correctement à cette question, en fait. Moi, ce que j'aurais bien aimé voir plus que cette équipe avec Rudiger, ça aurait été cette équipe avec O.J. Mayo. Parce que quand je vois Jared Bayless fait des bonnes choses en sortie de banc, je trouve quand même un cran en dessous de ce que O.J. Mayo apportait à Memphis et de ce qu'il aurait pu apporter cette année. Mais effectivement, après, pour en revenir sur Rudiger, le fait d'avoir Tayshaun Prince, ça donne une certaine marque à l'équipe. Ça donne un style de jeu, ça donne un ensemble qui est plus cohérent que ce que ça pouvait être avec Rudiger. Et au final, le fait de plus avoir Gay dans les fins de match, ça permet à d'autres joueurs de se montrer, comme Marc Gasol surtout. Et c'est vachement plus intéressant parce qu'au final, ils arrivent quand même à très bien gérer leur fin de match, même mieux qu'avant. Je sens que Lionel Hollins, c'est quand même un coach qui prend rarement de bonnes décisions en fin de match. Et là, quand même, les joueurs élèvent leur niveau de jeu dans ces fins de match sans avoir Rudiger. Donc, je pense pas que ça a été si gênant. De toute façon, dans les faits, ça ne l'est pas, étant donné qu'ils sont en finale et ils l'étaient pas avant. Donc. Alors, quels ont été pour vous les points forts de cette équipe de Memphis là cette année, précisément pour battre le Thunder? On verra le cas Westbrook et Kevin Durant juste après. Mais quels ont été les points forts pour vous de cette équipe pour accéder enfin à la finale? Ce qui est important de retenir, c'est que ils ont su imposer leur jeu. Ils ont su développer un bon jeu sur pick and roll. Ils ont su aller au poste, aller chercher les paniers qu'ils savent faire en fait, plutôt que de se contenter de prendre des tirs comme dans le périmètre, comme ça leur arrive de le faire. Et ce qui est important aussi, je pense, l'autre clé du match, ça a été la défense sur Kevin Durant et l'ajustement qu'a su faire Lionel Hollins. Dans le sens où, en début de série, il a choisi d'aller avec Tayshaun Prince et même Austin Daye. Voilà pour Nexter. Allez, vas-y. Ouais, non, mais c'est clair. Non, Le mec arrive avec ses gros sabots. On le sent arriver là, pour Dexter. Tu peux y aller, vas-y. Il a choisi d'aller avec des ailiers qui ont de la taille, donc, pour essayer de contrer Kevin Durant. Ça n'a pas marché. Il a fait l'ajustement d'aller beaucoup plus souvent avec donc Quincy Pondexter, mais surtout Tony Allen, il faut le dire aussi. C'est-à-dire qu'il est plus petit, donc tu penses qu'il peut contester les tirs un peu moins, mais il met quand même une vachement bien meilleure pression sur Kevin Durant et ça l'a fait déjouer. Ça a vraiment été une clé défensive pour moi. Je sais pas s'ils arriveront à faire la même chose contre Tony Parker ou quoi, mais bon, c'est une belle victoire pour Memphis, quoi. Mais Lionel Hollins a bien réussi son pari et à faire ce qu'il avait annoncé et d'isoler Kevin Durant du reste de son équipe. Mais c'est un peu facile aussi, je trouve, d'isoler Kevin Durant du reste de son équipe. Je crois qu'automatiquement, ça s'est fait aussi. Hein. Oui, ça s'est fait un peu automatiquement, mais je veux dire, il voulait que ça se passe comme ça. Ça s'est effectivement passé comme ça. On peut peut-être, alors là, on va en venir là. On peut peut-être imaginer qu'avec Russell Westbrook, ça aurait été un petit peu plus différent. Ah, mais ça me paraît assez évident qu'il y aurait eu une série complètement différente avec Westbrook. Je suis le premier à taper sur Westbrook, mais faut quand même reconnaître qu'il reste un excellent joueur. Et là, en l'occurrence, son absence est quand même fait ressentir parce qu'il y avait personne pour le remplacer. Kevin Martin a fait illusion sur quelques séquences, mais sur l'ensemble, c'était vraiment pas génial. Reggie Jackson a aussi fait un peu illusion, mais faut pas non plus lui demander la lune, et puis effectivement il a pas pu la donner. Et Ibaka n'a jamais non plus élevé son niveau de jeu. C'est compliqué de lui justifier son contrat. On peut penser ça aussi, mais ça c'est une autre histoire, et t'en reparleras avec James Harden si tu veux. Mais là effectivement, on savait d'entrée avec la blessure de Westbrook que Durant allait être tout seul pour attaquer, et ça s'est vu, hein, tout simplement. Alors attends, juste pour ça, est-ce que sur cette série on n'a pas, j'ai entendu parler de ça, est-ce que sur cette série on n'a pas découvert que finalement ce qui pourrait s'avérer être le meilleur sixième homme, ce serait pas Reggie Jackson plus que Kevin Martin? Bah oui, dans le sens aussi où il est moins cher. Kevin Martin est en fin de contrat, et avec l'émergence de Reggie Jackson cette année, c'est clair que OKC va peut-être vouloir miser sur lui. Non, là où je voulais revenir, c'est quand vous disiez que Kevin Durant était vraiment isolé de cette équipe. Je suis pas d'accord parce que dans un sens, il a vraiment réussi à trouver des bons shoots ouverts pour ses coéquipiers,
Derek Fisher, Reggie Jackson justement, Kevin Martin, Thabo Sefolosha. Donc c'est aussi ça qui les a tenus en vie au KC, c'est que Memphis a pas vraiment fait un super job sur les autres joueurs du Thunder. Bah non, mais ils se sont tirés une balle dans le pied tout seuls, les autres du Thunder, en fait. C'est ça le truc. C'est que ils ont pas été bons eux-mêmes. Je veux dire, Memphis a pas eu besoin de pousser très très loin pour faire déjouer les autres du Thunder. Si quand même, ils se sont montrés quand même assez adroits au niveau de la réussite. Bon après quand ils étaient appelés à créer par eux-mêmes et à laisser une image simple. Une image simple, Ibaka, 2 dunks couverts, 2 dunks ratés, ils ont pas eu besoin. J'ai pas parlé d'Ibaka, j'ai parlé Non mais je parle de l'équipe, ils n'avaient pas eu besoin de grand chose pour se tuer eux-mêmes finalement. D'accord, moi je parle du shooter. Oui, non mais au-delà de ça, il y a Scott Brooks qui a quand même fait une décision qui a été un peu étrange, c'est que sur les premiers matchs, donc il a vraiment utilisé Durant dans son meilleur registre, c'est-à-dire comme un scoreur, il a marqué quasiment 40 points à chaque fois. Et là, effectivement, le Thunder était au niveau de Memphis. Par contre, il a perdu le deuxième match à domicile, donc il s'est dit, il y a quelque chose qui va pas, je vais changer du tout au tout. Et là, il s'est mis à utiliser Durant comme un passeur. Et à partir de ce moment-là, ils ont perdu tous les matchs. Donc, parce que Durant, effectivement, c'est quand même un bon passeur par rapport à son poste, mais c'est pas son jeu. Et là, effectivement, il s'est retrouvé dans un registre qui n'est pas le sien, dans lequel il n'est pas forcément très bon. Parce qu'il a quand même accumulé énormément de balles perdues sur les derniers matchs de la série. Et surtout, ça s'est ressenti au niveau de sa réussite au tir. Ça, il a pris moins de tirs, il savait plus trop quel tir prendre, donc il a pris surtout des tirs forcés dans lesquels il n'a pas été bon du tout, du fait de ce manque de rythme-là. Et en fait, il s'est retrouvé dépassé parce que c'est une situation qu'il connaissait pas encore, d'être juste tout seul, vraiment, sans Westbrook, sans Harden, sans personne autour de lui, et en plus à jouer un jeu qui n'est pas le sien. Donc là, le fait de changer cette philosophie, au lieu de jouer avec Durant en scoreur et donc en numéro 1 de l'équipe, de s'en servir comme un passeur, ça a été un changement majeur et la série a pris un énorme virage à ce moment-là, et c'est à ce moment-là que tout s'est écroulé pour OKC. Donc à mon avis, la série, le fait que le Thunder passe pas, je pense que c'est largement plus imputable à Scott Brooks qu'à la blessure de Westbrook. Est-ce qu'on n'a pas vu là un peu les limites de l'équipe du Thunder autrement que par Kevin Durant et Russell Westbrook? Est-ce qu'on n'a pas vu finalement le vrai visage d'une équipe qui n'est pas qui derrière les deux stars n'est pas forcément la plus brillante? Ah bah ça on l'avait dit dans une émission que le fond de jeu était quand même assez pauvre dès que t'enlevais les deux superstars quoi. Donc forcément c'est quelque chose qu'on peut imputer à Scott Brooks. Autre chose qu'on peut lui imputer aussi, c'est le fait d'avoir voulu jouer small ball face à une équipe de Memphis qui s'est gavée à l'intérieur. Ça a été aussi je pense une clé de la série, et donc encore une fois Scott Brooks il peut se faire taper dessus cette année quoi. Bon. Et pour revenir sur Memphis, pour savoir, est-ce que vous pensez que l'équipe de Memphis va pouvoir développer un peu le même jeu contre les Spurs, ou ça va vraiment être totalement différent? Ouais, je pense qu'ils ont les armes pour effectivement bien embêter San Antonio s'ils conservent leur solidité. C'est plus que du talent pur ou du génie, c'est vraiment de la solidité et le fait d'être complet un peu sur pas mal de postes, notamment sur à l'intérieur. Donc je pense vraiment qu'ils ont les armes pour vraiment bien embêter San Antonio, et peut-être pourquoi pas même les éliminer. Hein. Pourquoi pas, n'est-ce pas Guillaume? Oui, moi j'y crois beaucoup depuis quelques temps, mais c'est clair que Memphis n'a pas à rougir face à San Antonio. D'accord. Bon, on va laisser cette série de côté, et on va passer à la deuxième série de l'Ouest, donc les deuxièmes demi-finales, qui opposaient donc les Warriors aux Spurs. Pour ma part, j'ai trouvé très belle demi-finale. Vous m'excuserez tous vous qui êtes ici, mais j'ai trouvé que c'est celle que j'ai suivie que j'ai trouvé la plus belle. Une vraie opposition de style sur cette demi-finale, et les Warriors donc qui ne se qualifient pas en perdant 4-2 contre les Spurs. Qu'avez-vous retenu de cette série, vous? Je trouve très intéressant une chose, c'est que San Antonio a fini par réussir à éteindre Stephen Curry et Klay Thompson, et malgré tout Golden State arrivait à sortir de leur chapeau un autre joueur. Bon, on les a vus toute l'année, mais c'est une différence, cette équipe d'avoir plusieurs scoreurs différents, notamment Jared Jack et Carl Landry. Il y a un petit peu Harrison Barnes, même si je veux pas trop m'étendre sur lui parce que c'est un cas particulier. Oui, Harrison Barnes qui a fait notamment un match assez ahurissant. Ouais, enfin, disons qu'il a surtout profité de la situation. Enfin, je dis pas ça d'une façon péjorative. Oui. C'est ce qu'on attend de lui, hein.
Mais du fait que justement les meilleurs défenseurs San Antonio étaient concentrés sur Curry et Thompson, et le fait que lui il a régulièrement eu affaire à face de lui à un joueur plus petit et moins costaud, et qu'il reste un très bon joueur, et qui joue aussi avec beaucoup d'énergie, et il a su vraiment saisir des chances. Bon, mais à un moment donné, il fait un pas beau 9 sur 26, mais c'était un peu une obligation pour lui dans la situation où Golden State était. Et effectivement, finalement, il a porté son écho plus qu'attendu. Et c'est vraiment cette force-là de Golden State que j'ai trouvé d'être capable toujours d'avoir des joueurs pour débloquer des situations offensivement. Et c'est assez intéressant, même si au final ça n'a pas été suffisant. Alors j'ai une question, est-ce que vous avez, alors ça va être très simple, est-ce que vous avez trouvé les San Antonio Spurs en deçà de ce qu'ils pouvaient faire, ou est-ce que vous avez trouvé qu'ils avaient, à l'inverse, énormément de courage et de ressources pour arriver à tuer les Warriors qui étaient quand même de redoutables adversaires? Mais ce qui est important de noter, c'est que donc la série était à égalité à 2 partout, et que dans les 5e et 6e matchs, San Antonio a clairement mis le coup d'accélérateur, quoi. Et puis Golden State a pas su suivre. Donc oui, ils se sont montrés au niveau défensivement, comme l'a dit Nico, pour freiner les shooters, et en exécutant toujours aussi bien en attaque. Donc ça a été franchement la clé, et voilà, c'est quand même la marque d'une grande équipe, savoir mettre le coup de rein quand il faut pour se détacher et aller chercher la qualification. Voilà, et les performances, des performances de chaque joueur de San Antonio un peu en demi-teinte, qu'est-ce qu'on en pense? Ce final de Tony Parker là, c'est calamiteux au shoot, mais qui trouve quand même la faille dans le 4e quart-temps pour se remettre à niveau. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Mais je trouve que Tony Parker était un peu le baromètre de cette série en fait. C'était vraiment lui qui faisait la différence, je trouve. Même sur ce dernier match, c'était un peu plus compliqué, même s'il a délivré pas mal de passes qui ont lancé son équipe. Mais c'est lui qui faisait vraiment bouger les défenses, je pense. Et je pense vraiment qu'il a été la clé de la série tout au long. Et même dans ce dernier match où il a pas été terrible, vraiment sa vitesse et sa vision de jeu a vraiment beaucoup gêné Golden State, et je pense vraiment c'est lui qui a été la clé de cette série. Et un peu Ginobili un peu dans un rôle un peu similaire aussi. Ouais, mais d'ailleurs Ginobili, c'est la première fois que je le trouve un peu dans un rôle similaire en fait. Ginobili a plus fait le métronome un peu de son équipe plutôt que ce qu'il a l'habitude de faire, ce qu'on a vu faire auparavant. Non, je sais pas, qu'est-ce que vous avez pensé de Ginobili là-dessus? Et Ginobili est un joueur très complet et qui est vraiment une vraie compréhension du jeu. Quand il trouve pas le panier, il arrive toujours à créer pour trouver d'autres choses. Un peu comme James Harden en ce moment. C'est pas aussi flagrant qu'avec Harden parce que lui, il touche beaucoup moins le ballon, si on regarde bien. Oui. Mais il a toujours eu cette créativité pour lui et pour les autres. Ça, il l'a toujours eu, et c'est notamment une des raisons pour lesquelles il a toujours été un joueur extrêmement dangereux, même quand son tir rentrait pas. Oui, parce que lors de ce dernier match, en fait, quand Tony Parker était un peu à sec, j'ai noté que c'est Ginobili qui a quasiment envoyé la moitié des dernières passes qui restaient à l'équipe pour s'imposer. Donc c'est lui qui a trouvé à chaque fois le joueur qui était libre pour marquer les paniers qu'il fallait au dernier moment. Donc j'ai trouvé Gino là-dessus, il a toujours fait, si vous voulez, mais j'ai trouvé qui savait le faire. Mais voilà, il nous apprend rien. Il avait que 31 ans, quoi. Non, mais il est intelligent. Ben, je veux dire, ce joueur est intelligent, mais là, il l'a prouvé encore pour moi sur cette série, et je pense qu'il peut être précieux sur la suite des événements. Comme, admettons, par exemple, les Spurs passaient en finale de conférence, en finale NBA, je pense que Gino pourrait être essentiel dans une série contre le Heat. Contre le Heat. Qui n'est pas encore qualifié. Oui, mais contre le Heat, quand même. Oui, mais je chambre. Non, mais voilà, c'est vrai que je pense que c'est totalement le genre de joueur qui pourrait faire basculer une série contre le Heat. Enfin, je pense qu'il y a un autre joueur qui va avoir son importance, c'est Boris Dio, qui a été très bon sur cette série, ouais. Et notamment pour faire sortir Andrew Bogut de la raquette. Ça, le gros problème, surtout pour Tony Parker, qui explique sa faible réussite au shoot, c'est un joueur qui joue beaucoup en pénétration, et à chaque fois qu'il est rentré, il est tombé sur Bogut, donc il a été contraint de prendre des shoots un peu plus lointains. C'est vrai. Et là, avec Borisio, en fait, ils ont eu un joueur qui peut prendre la balle, qui est en intérieur, qui peut attaquer la raquette, donc son vis-à-vis à lui, c'est Bogut, donc il peut éloigner Bogut de la raquette, et Borisio a cette capacité fantastique de remettre la passe au joueur qui vient de profiter de l'espace qu'il a créé. Et ça a été très intéressant parce que du coup, Bogut revient vers le panier. Il est en retard à chaque fois. Il s'est pris énormément de fautes. Et justement, ça a limité beaucoup son apport étant donné qu'il a eu un temps de jeu vachement réduit. Et je pense que c'est surtout dû à l'importance que Boris Dio a dans le système des Spurs. Et face à une équipe comme Memphis qui a une raquette qui est très très bonne, le fait d'avoir Boris Dio, ça va être un avantage vraiment non négligeable pour les Spurs.
Bah pour revenir à ce que tu as dit, je suis assez d'accord avec toi sur le fait que Bogut, par contre, je l'ai trouvé nettement en retard sur beaucoup de situations. Alors à la fois, il a été très précieux pour son équipe à niveau défensif et au rebond, etc. Mais par contre, offensivement, il a toujours un train de retard. C'est quelque chose d'incroyable. Non, mais ouais, je crois qu'il s'est fait couper les mains à l'hôpital, un truc comme ça, parce qu'on le reconnaît pas. C'était un des intérieurs les plus techniques Bah oui. il y a ça 2-3 ans, et là, on cherche où il est. Oui, Mais je sais pas si vous l'avez vu jouer, mais il a toujours un train de retard. C'est quelque chose d'impressionnant. Enfin, je sais pas. Oui, tu allais après, bien. il n'est pas utilisé comme il était utilisé à Milwaukee, c'est-à-dire il fait très peu de jeux d'eau au panier, alors que c'était un peu son fond de commerce. Avec beaucoup, et là, c'est un jeu beaucoup plus enlevé, beaucoup plus, qui est beaucoup plus sur le mouvement, sur Golden State, et ça le correspond beaucoup moins bien en attaque. Donc je pense que ça joue pas mal aussi. Hein. Et un joueur qui a été important pour les Spurs là, je sais pas si vous voyez de qui je peux parler. Ouais, Kawhi Leonard. Vous pensez pas que lui il a gagné définitivement sa place là? Oh, mais ça fait un moment qu'il a gagné. Hein, non, mais qu'il a vraiment confirmé qu'il fallait compter sur lui à l'avenir. Après, son jeu tout en énergie et en opportunisme est vraiment très très précieux, notamment en playoff et surtout autour de joueurs comme Duncan et tout ça. Tout ce qui est rebondissif, tout ce qu'il est allé chercher, et puis toutes les choses qu'on voit pas aussi, en énergie et en défense et au rebond, dans n'importe quelle équipe, c'est un énorme bienfait. Et là, juste ça saute aux yeux là, parce que effectivement, il était un peu partout, mais c'est un genre de joueur que toutes les équipes de playoff devraient avoir, je pense. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est qu'en plus de sa très bonne défense, il arrive de mieux en mieux à développer un jeu offensif très correct. Et c'est pour ça qu'on peut vraiment se dire que dans quelques années, ça peut vraiment faire un All-Star, quoi, parce qu'il commence à être très complet. Mais vraiment, oui, non, mais vraiment plus que correct. D'ailleurs, c'était là où je voulais en venir. Voilà, peut-être qu'à l'avenir, une sélection All-Star Game était envisageable pour lui, non? Bah avant qu'il soit drafté, on comparait beaucoup à Sean Marion. On disait que c'était un Sean Marion en un peu moins large. Mais effectivement, là, le registre dans lequel il évolue, c'est exactement ça, quoi. C'est un joueur qui prend un peu les miettes, voilà, du fait que ça soit pas une des premières options de l'équipe, mais tout ce qu'il fait, il le fait très bien. Il est toujours là au bon endroit, il est toujours bien placé, il est présent au rebond, il est présent en défense. S'il y a des shoots à prendre, il les prend, il les met. Et Sean Marion, il a été All-Star 2 fois quand même, donc a priori Kawhi Leonard, c'est pas impossible qu'ils suivent le même parcours. Très bien. Pour finir sur cette série, un petit mot sur Thiago Splitter peut-être? Brésil. Non, plus sérieusement, vous pensez que pour le poste de pivot, c'est aussi pareil lui qu'il faudra voir à l'avenir ou pas? Surtout, enfin, pour le présent, ce qui est intéressant, c'est que quand même Duncan a beaucoup souffert face à Bogut. Et je suppose qu'il va aussi avoir beaucoup de problèmes face à Marc Gasol. Et le fait de matcher la grosse raquette de Memphis en mettant Splitter à côté de lui, ça peut aussi être assez intéressant. Bah disons que les deux là sont un très bon complément en fait, Duncan et Splitter, autant physiquement que techniquement en fait. Oui, mais la seule inquiétude, ça sera de savoir dans quel état de forme Splitter pourrait être contre la raquette de Memphis, puisqu'il est quand même emmerdé depuis quelques temps avec ses blessures, et il faudra vraiment pour San Antonio un Thiago Splitter en forme contre Marc Gasol et Zach Randolph. Bon, très bien. Avant de passer à l'Est, est-ce que vous voulez dire un petit mot sur Stephen Curry? Next time. Non, mais pareil, lui, est-ce que ça sera toujours un scandale l'année prochaine s'il est pas All-Star? Faut penser quand même qu'il y a beaucoup de meneurs qui jouent le All-Star Game, quoi, enfin qui visent le All-Star Game. Après, Curry est assez impressionnant, mais on a vu quand même que dès qu'il son tir rentre pas et qu'il est bien défendu, il devient beaucoup moins valuable. Et, enfin, il apporte beaucoup moins à son équipe, quoi, du coup. Et ça peut-être jouer en sa défaveur face à des Chris Paul, à des autres joueurs, tout ça. Bon alors pour lui trouver un bon petit point, est-ce que c'était pas le meilleur shooter à 3 points de cette année, de ces playoffs, Ce serait difficile de l'histoire. de dire le contraire quand même. Ouais, est-ce que c'est pas lui vraiment qui domine cette partie de jeu? Au Je sais minimum, pas. il est parti pour il est parti pour être un candidat à du titre d'un des meilleurs shooters de l'histoire. Oui, c'est ça. C'est pas mal, quoi. À son âge, à 25 ans et avec seulement 3-4 ans dans les baskets, ça commence à être vraiment très intéressant et faut qu'il confirme sur la longueur de sa carrière. Mais là, il est parti sur des bases assez exceptionnelles et je pense que ces tickets shoot, il les aura, contrairement à la plupart des shooters qui doivent attendre d'être servis, en fait. Lui, comme Ray Allen, il aura quoi qu'il arrive ses tirs parce qu'il les prend de lui-même, en fait. Et il est plutôt efficace à ça. Donc, effectivement, il a toutes les cartes pour devenir peut-être le meilleur shooter de l'histoire. Sans tenir compte effectivement des différences de période qui changent toujours.
Mais effectivement, il est au minimum il est candidat, ça c'est sûr. Bon. Très bien. Et ben sur ces belles paroles, on va se couper 2 secondes et puis on va revenir tout de suite pour les 2 affiches de l'Est. Voilà, tout de suite. Determination, heart, discipline. My job is squad, they playing hard. We get to win, you know, that's all that matters. Work hard, championship, 1, 2, 3, work hard, 5, 6, keep it going. Determination. I'm excited. Come take my spot, I'm ready to go. This is what the NBA all about. Parti, on repart sur la deuxième partie. Donc on va passer à l'Est, le petit débrief des demi-finales de l'Est. On va commencer par ce Bulls Heat et on va passer très rapidement parce que de toute façon il n'y a pas grand-chose de plus à dire. Bulls Heat, les gars, j'ai noté une série assez dure, assez rugueuse, mais finalement sans véritable opposition. Je sais pas si vous avez noté pareil que moi. Ouais, c'est un peu dur de dire sans opposition parce que je pense que Chicago a proposé un gros défi défensif et physique. Et ce qu'il y a, c'est que Miami l'a relevé avec brio surtout. C'est ça surtout. Plus que la faiblesse de Chicago, c'est la force de Miami d'avoir élevé son niveau de jeu et notamment son intensité. C'est ce qu'il était capable de faire, mais ils ont pas craint de le faire. Et je trouve qu'ils l'ont fait brillamment. Non, on peut féliciter Chicago vraiment sur l'énergie qu'ils ont apportée, sur l'énergie qu'ils nous ont montré. On peut les féliciter d'avoir tenu la dragée sur 2-3 matchs, mais on peut dire que le défi était trop, la marche était trop haute, le hit était trop tout pour pouvoir espérer faire quelque chose de plus sur Derrick Rose. Ah bah largement, faut penser que Chicago avait quand même pas de bon Derrick Rose, mais pas non plus Luol Deng, ni Kirk Henry qui avait fait beaucoup de bien à cette équipe. Je veux dire, leurs pions majeurs c'était bon, au-delà de Boozer et Noah, c'était quand même Jimmy Butler et Nate Robinson qui sont des joueurs que on aurait dit ça en début de saison, on aurait bien rigolé. Ouais, surtout pour un joueur qui était pas garanti encore en mois de janvier, donc. Ouais, exactement. Donc c'est vraiment ils partaient vraiment avec des cailloux dans les poches et ils ont presque fait croire qu'ils avaient de l'argent dedans, quoi. Voilà, et justement, alors à l'inverse, est-ce que c'est pas une bonne saison pour Chicago qui a dû s'adapter, qui a finalement un peu tenu la dragée face à Miami? Bah une bonne saison, oui et non. Oui, parce que effectivement ils ont fait une saison et surtout au niveau des playoffs qui était au-dessus de ce qu'on pouvait espérer compte tenu des blessures. Mais d'un côté non, parce que ils ont un groupe qui était taillé pour le championnat et que du fait des blessures ils n'ont pas pu aller jusqu'à ces finales qui normalement devaient leur être potentiellement disons qu'ils avaient le potentiel pour le faire avec un effectif au complet. D'un côté, c'est un peu décevant qu'ils aient pas pu avoir leur effectif, mais d'un autre côté, avec ce qu'ils ont eu et ce à quoi ils ont dû faire face, ça reste une très bonne saison. Mais voilà, ça reste décevant par rapport au potentiel de cette équipe, comme on a pu le dire souvent pour les Blazers ces dernières années, qu'au final, voilà, ils faisaient des très bonnes saisons compte tenu des blessures, mais compte tenu du potentiel de l'équipe, c'est un peu décevant de les voir s'arrêter là. Oui, exactement, je suis assez d'accord. Est-ce que, bon, pour dire un mot sur Miami, est-ce qu'il y a beaucoup de choses à dire? Est-ce qu'on, voilà, c'était pas ce qui est important de dire sur Miami, je te parlais de San Antonio face à Golden State. En l'occurrence, ça a été pareil avec Miami. C'est la marque d'une grande équipe, c'est qu'elle a su, mettre le coup de rein pour forcer les choses, quoi. Ils se sont fait emmerder sur le premier match, ils ont vraiment été surpris, je pense, plus qu'autre chose. Mais sur les 4 suivants, il y a vraiment pas eu photo. Ils ont haussé le ton comme un champion devrait le faire, quoi. Oui, je suis assez d'accord. Est-ce que le retour de Derrick Rose va tout changer à cette équipe? Est-ce que cette équipe va retrouver la tête du classement à l'Est? Je pense que le retour de Cross pourra faire du bien parce que contrairement à certaines équipes, on sent que Chicago a un vrai fond de jeu et l'avait aussi avant au moment de Derrick Rose, et l'énergie, l'organisation défensive et même offensive qu'ils avaient cette année sans lui, on l'avait déjà beaucoup vu l'année dernière. Exactement. Donc il y a pas de vraiment de crainte à ce que ce soit une espèce d'alchimie temporaire basée sur une espèce de désespoir face aux blessures qui et de jouer avec cette énergie sortie de nulle part. Non, il y a vraiment une base à Chicago et une base dans laquelle ils ont déjà évolué. Donc c'est vraiment, on peut vraiment demander à voir ça avec des crosses, sachant que quand il s'était blessé l'année dernière, c'était en playoff déjà, et ça va aussi couper un élan. On savait pas ce que le Chicago de l'année dernière jusqu'où il serait allé. Mais cette année on n'a pas pu le voir non plus. Donc il y a bien un moment donné où on espère voir ça, parce qu'elle part pas elle est loin de partir de rien du tout, cette équipe. Je suis tout à fait d'accord, parce qu'on
il n'y a pas d'Eric Rose, donc on commence à parler, tu sais, la théorie Patrick Ewing, comme quoi l'équipe joue mieux sans son franchise player. C'est pas du tout le cas à Chicago, puisque, comme tu le disais, Nico, il y avait vraiment ce fond de jeu, cette débauche d'énergie, cette grosse défense. Ça y est depuis un moment. Et il faut se rappeler que, il faut se rappeler 2011, quand ils étaient le principal rival de Miami. Eh bien, je pense que ce sera la même chose l'an prochain quand Derrick Rose reviendra. Très bien. Est-ce qu'on peut dire que bon le Heat va se balader un petit peu en finale de conférence ou pas du tout? Est-ce que vous pensez que sur la lancée actuelle le Heat va continuer tête baissée jusqu'à la finale? Est-ce que c'est minimum finale pour eux? Là où il faut faire attention, et on l'avait déjà soulevé précédemment, c'est qu'ils n'ont pas eu vraiment de grosses oppositions sur ces 2 premiers tours, et que en général, ça peut aussi jouer en la défaveur d'équipes dans ce genre de situation. Comme l'année dernière contre Boston, tout simplement, hein, qui s'était en 7 matchs. Hein. Bah même comme l'année dernière contre Indiana, quoi, où au final ils étaient arrivés un peu les mains dans les poches et ils se sont fait surprendre sur les premiers matchs avant d'élever leur niveau de jeu. Et là, ça a été un peu pareil contre les Bulls, quoi. Ils sont passés tellement tranquillement contre les Bucks, qu'ils sont arrivés pépères. On va se dire, on va taper les Bulls facile, et ils ont perdu le premier match. Donc, à mon avis, ils referont pas l'erreur 2 fois. Et contre les Pacers, ils vont arriver directement le couteau entre les dents. Oui, puis je pense que Chicago leur a fourni quand même une opposition en termes d'énergie et d'organisation suffisamment élevée. Pour vraiment les mettre dans le bain, quoi. Je pense que vraiment sur les premiers matchs, mais sur la fin ils ont vraiment lâché l'affaire. Chicago avait vraiment plus les armes pour se battre à armes égales, justement. Bah non, ça c'est, on l'a vu assez clairement. Bon, on va passer directement à la dernière demi-finale, puisque on va pouvoir, ça va nous permettre de revenir sur cette finale de conférence Indiana-Miami. Bon alors Indiana, New York, est-ce que on n'a pas vu le meilleur et le plus mauvais visage de New York en une série là? Rapidement, je pense qu'on peut clairement dire que New York n'a pas réussi durant ces playoffs à retrouver le jeu collectif qu'on leur connaissait sur le début de saison et sur la fin de saison. Je pense aussi que ça a manqué vraiment de réussite à 3 points, et c'est ce qui les a pénalisés, puisqu'en face l'équipe d'Indiana, c'est vraiment ils se sont gavés au rebond, ils se sont gavés en défense dans le périmètre. Et New York a pas su s'en relever, quoi. Est-ce que c'est J.R. Smith qui a pas pêché beaucoup à 3 points, en fait, au final? On parle de J.R. Smith, mais il y en a eu quand même pas mal. Et puis, je pense aussi que Mike Woodson a fait l'erreur d'enlever des Chris Copeland ou des Steve Novak de la rotation, alors que justement, cette équipe de New York était connue pour sa réussite à 3 points. Et on a vu d'ailleurs que dès que Chris Copeland est revenu dans la rotation, ça marchait un peu mieux. Donc je pense qu'aussi c'est une petite erreur de Mike Woodson sur cette stratégie. Pour les éléments clés de cette série, donc à New York, on peut signaler donc les petits facteurs X qui l'ont été, Chris Copeland comme tu viens de signaler. On peut aussi signaler Pablo Prigioni qui fait du bien à New York en termes de gestion et qui en a grandement besoin, cette équipe. Pablo Prigioni, est-ce que vous voyez d'autres joueurs qui ont été assez essentiels à l'équipe? Il y a eu Raymond Felton qui s'est montré vraiment très agressif, comme il l'avait fait contre Boston, mais pareil, sur la fin de la série il était un peu essoufflé. Le dernier match, donc hier soir, il était en panne de réussite. Mais ouais, le souci, tu me dis Pablo Prigioni, oui, c'est un très bon role player. Le souci, c'est qu'il a 36 ans, je crois, et que c'est pas sur lui qu'il faut tabler, même sur des moyens termes, quoi. Oui, non, mais ça, je suis entièrement d'accord. Mais ça, c'est New York nous, on s'adapte et on critique ce qu'on voit. On est d'accord. Pablo Prigioni a très bien fait son taf. Maintenant, c'est à New York de se dire que c'est pas sur lui qui devrait c'est pas sur lui qui devrait se concentrer et se dire tiens, avec lui ça marche. Normalement, il devrait s'adapter autrement. Bon là, il se trouve que Prigioni fait le boulot pour New York en termes de ce qu'on lui demande. Maintenant, est-ce qu'il n'y a pas une vraie remise en question à se poser du côté de New York? Déjà, je vais vous demander la première chose, est-ce qu'on peut continuer comme ça avec Melo et Stud l'année prochaine? Honnêtement, j'aime pas trop l'association Stoudemire et Melo, mais là on peut pas dire grand chose cette année parce que Stoudemire a été souvent blessé, et puis c'était il est du s'intégrer en tant que 6e homme pendant ce playoff, il a pas trop eu la possibilité de vraiment s'exprimer. Non, mais je crois, honnêtement, est-ce que vous croyez qu'il arrivera à trouver son rôle à un moment donné dans cette équipe ou pas du tout? Mais de toute façon, il est obligé de rester, personne ne va prendre son contrat. Oui, je suis d'accord. Non, mais juste pour statuer sur l'équipe de New York, est-ce que les deux là doivent continuer à être associés ou pas? Est-ce que ça va un jour,
prendre ou est-ce qu'on s'entête à aller vers un gros bid? En théorie non, mais je te dis, New York a pas vraiment le choix. Après, ce qui est intéressant, c'est qu'il a quand même montré des belles qualités au poste et qu'il vient plus réclamer ses ballons en tête de raquette, il veut ses shoots et tout. Ça, il le fait plus. Mais c'est vrai que l'association est vraiment pas parfaite, quoi. Bah, le problème, surtout, je pense, c'est pas vraiment l'association Anthony-Stoudemire. Le problème, c'est Stoudemire, il est tout le temps blessé. En fait, c'est surtout ça le gros problème des Knicks. Aussi, ouais. C'est qu'ils ont un joueur, voilà, qui a un contrat à 20 millions la saison et qui joue 15 matchs. Donc le gros problème, il est surtout là pour eux. Est-ce qu'ils pourront pas se pencher vraiment vers un avenir plus rose à partir du moment où ils ont au plus ce problème de contrat de Stoudemire? Bah surtout Stoudemire, il a un contrat qui est à 20 millions, donc s'ils ont une contrepartie, ils auront un gros joueur en échange. Donc, et de toute façon, je crois qu'il lui reste encore 2 ans là, Stoudemire. Normalement, c'était 5 ans en 2010 ou 4 ans en 2011, je sais plus. Ouais, c'est donc ça. c'est ça. Oui, ça devait être 5 ans en 2010, je crois, c'est ça. Stoudemire, il se termine en 2015. Est-ce que vous croyez sérieusement que New York parce que New York visera jamais les finales avec un jeu comme ça, hein? Non, mais ça on le savait, hein. Je veux dire, dès que la paire comme Anthony Stoudemire, Tyson Chandler, enfin la paire, le trio Stoudemire, Anthony Chandler s'est formé, on a vu des choses, on avait une bonne équipe, mais personne ne s'est dit que ça allait aller au titre, parce qu'effectivement c'est pas super complémentaire, c'est assez compliqué à gérer, il y a rien à l'arrière. Et on le voit effectivement, ça va pas très loin, même si ça reste une bonne équipe. Mais pour aller plus loin, ça me paraît compliqué. Ce qui est vraiment dommage pour New York, c'était, ça avait l'air d'être l'année ou jamais, quoi. Parce que t'avais une très bonne rotation, t'avais une très bonne alchimie, qui malheureusement s'est pas retrouvée sur les playoffs, mais ça avait l'air d'être l'année ou jamais pour Carmelo Anthony et pour New York. Et comme tu le dis, j'ai des doutes pour le futur, quoi. Ouais. Et le petit bémol là qu'on peut mettre, est-ce que vos 2 flops à New York, est-ce que vous les voyez comme moi? Est-ce que j'ai même un petit trio de flops. Est-ce que vous voyez comme moi Chandler, J.R. Smith et Woodson? Jason Kidd quand même, quoi. Le mec il a pas rentré un panier sur toute la série, quoi. Ouais, mais Jason Kidd, ça enfin, pas le droit, Jason Kidd, on laisse tranquille, ok? Non, mais Jason Kidd, je le vois même pas comme ça, parce que pour moi, pour moi, il a pas rentré un panier de la saison, donc. Non, mais c'est vrai, il a été précieux. Fois, quoi. Non, mais il a été précieux, il a été bon et tout. Mais Jason Kidd, c'est pas le mec de qui on attend qui rentre même rien que 10 points par match, on l'attend pas. Donc Jason Kidd, pour moi, il est pas censé rentrer des paniers, il organise point. Non, c'est sûr, mais le problème c'est que Jason Kidd c'est un très bon organisateur de jeu et du fait qu'il était complètement inefficace en attaque, il a été obligé d'être sorti de la rotation. Alors que face à une défense comme celle d'Indiana, c'est bien d'avoir justement un mec qui peut distribuer la balle et faire tourner pour emmerder la défense. Et là, le fait est que Kidd, vu qu'il met pas un shoot, c'est pas possible de le laisser sur le terrain et c'est dommage parce que lui comme Prigioni, c'était des mecs qui auraient pu être très utiles pour attaquer la défense d'Indiana, donc il s'est rendu inefficace tout seul. Et je pense qu'il aurait pu avoir son importance sur la série. Et du fait qu'il ait été incapable de rentrer ses shoots, il a pas pu avoir cette importance, vu qu'il pouvait plus être sur le terrain, et je trouve ça un peu dommage, et je pense qu'on peut dire que Jason Kidd a sa part de responsabilité dans la défaite des Knicks. Bon alors, pour les autres, est-ce que vous voyez, est-ce que Chandler vous a déçu? Est-ce que J.R. Smith vous a déçu, ou pas du tout? Parce que J.R. Smith, on peut pas dire qu'il nous a déçus, parce que, je me souviens, il y a quelques semaines, on en parlait justement, alors qu'il était en train de mettre à feu à sang toutes les défenses, on était en train de dire on se demandait si ce New York avec un J.R. Smith comme ça pouvait aller très loin. On a dit avec un J.R. Smith comme ça, oui, mais par nature, J.R. Smith n'est comme ça que 2 matchs sur 4 sur toute la saison. On peut pas s'appuyer sur un J.R. Smith parce que il fera autant de mauvais matchs qu'il en fera de bons. Et là, on en a une preuve éclatante. Voilà. Bon alors le dernier point, Chandler, est-ce que ça a été pour vous une déception ou pas du tout? Non, mais Chandler était quand même blessé, donc il faut pas lui en tenir rigueur, mais plus que Chandler, moi c'est quand même le manque de rotation à l'intérieur, quoi. Il y avait juste Chandler et Kenyon Martin, et le reste il y avait personne d'autre, quoi. Et donc c'est pour ça que c'est comme ça aussi qu'on explique que Roy Hibbert a retrouvé une pleine confiance et a tout démonté à quête, que David West a aussi fait son job, et c'est comme ça qu'ils se sont fait manger littéralement au rebond. Il y a des matchs, ils ont terminé à moins 20, moins 25 au rebond. Ouais, on peut saluer un peu aussi le retour de Roy Hibbert, hein, qui est revenu, qui a connu une petite traversée compliquée et qui s'est bien relancé sur cette série. Justement, cette équipe d'Indiana, les gars, j'ai l'impression que je l'ai vu cette nuit, elle récite un peu son basket. C'est une équipe quand même qui quand même reste très sérieuse, qui joue à fond ses possessions. C'était l'antithèse de New York carrément. Parce que on l'a vu cette nuit. Moi par exemple, j'ai vu cette nuit sur des séquences. Le gars prend un shoot au bout de
des 20 secondes, 20 secondes, ouais, ça capte un rebond, ça repart sur une nouvelle attaque placée. Je veux dire, on joue pas comme ça à l'arrache. Qui va rentrer son shoot, peut-être pas. Enfin, c'est vraiment très sérieux du côté d'Indiana. Oui, alors après la seule inquiétude vraiment que j'aurais contre Miami, c'est que Indiana, dès que tu les mets dos au mur et dès qu'ils commencent à être menés de 5, 10, 15 points, ils commencent à paniquer et justement leur jeu offensif, ils y arrivent plus. Ça s'est vu sur le match 2, je crois, à New York, où ils se sont fait exploser et je crois que le score est passé de 64-62 pour eux à 90-66, tu vois, donc c'est vraiment c'est peut-être le seul petit défaut de cette équipe, c'est qu'offensivement, ils doivent apprendre à ne pas paniquer. Et malheureusement, contre Miami, ils vont être mis dans dos au mur et il faudra voir comment ils vont réagir, quoi. Alors, j'avais dit on allait y revenir. Donc Indiana-Miami en finale de conférence. Est-ce que Indiana, moi j'ai remarqué un truc, c'est qu'elle avait quand même l'équipe physique et la dureté défensive pour répondre un peu au challenge de Miami. Est-ce que vous avez noté ça vous aussi? Mais on l'avait dit depuis la fin de la saison régulière que Indiana était le plus gros rival de Miami. Même si c'était un mauvais numéro 2 de... Ah mais clairement. C'est pour ça que quand tu vas m'entendre continuer ma phrase, ça va reprendre ça. C'était donc la meilleure équipe de l'Est après Miami et qu'ils ont les meilleures armes de l'Est pour battre Miami, mais c'est pas pourtant que ces armes-là ne leur permettront de battre Miami. Oui, parce que, oui, non, mais je vois ce que tu veux dire. Nous, ce qu'on a dit, Guillaume, je m'en rappelle très bien, c'est que c'était pas sexy et que ça méritait, enfin, moi, en saison régulière, je les trouvais pas, je les voyais pas de bons numéro 2 de conférence Est. Et ça, on avait longtemps insisté là-dessus. Et ben, je suis forcé de dire aujourd'hui que j'ai vu deux visages de Indiana. J'ai vu celui de la saison régulière qui j'ai trouvé j'aimais pas le jeu, j'ai pas aimé cette équipe d'Indiana en saison régulière, mais par contre, j'ai découvert une nouvelle équipe d'Indiana en playoff qui reste, j'ai envie de dire, très sérieux, qui est très sérieuse. Je la vois jouer, c'est vraiment un récital de basket que je trouve très joli. Et rien à voir avec ce que j'ai vu avant la saison, en saison régulière, parce que ce que j'ai vu en saison régulière, c'était plus une solidité défensive énorme, mais un déséquilibre offensif constant en fait. Une attaque un peu rouillée, ça que tu voyais. Non, franchement, voilà, c'est ça. Je trouvais que cette équipe d'Indiana, elle avait un truc en attaque qui, enfin, ça passait pas quoi. Autant il y avait une très très bonne solidité défensive, ce qui leur a permis, on le sait tous, ça permet de gagner des matchs. Donc ça leur a permis d'être là où ils en étaient en fin de saison régulière. Mais une attaque vraiment disproportionnée par rapport à cette défense. Et ce que j'ai découvert en playoff, c'est ça justement, j'ai découvert une nouvelle équipe qui était très très sérieuse en attaque et malgré des petits passages vides, il y en a eu pas mal et voilà, il y en a eu, mais ce que je veux dire c'est que elle a été très sérieuse autant défensivement qu'en attaque en playoff et c'est ça qui m'a montré un autre visage de cette équipe et je trouve ça vraiment assez sympathique et je pense que ça peut aller chatouiller un peu Miami. Est-ce que toi-même tu sais ce que tu veux dire là actuellement ou pas? Oui, non, mais j'ai vu deux visages, que j'ai vu le visage d'Indiana en saison régulière qui m'a pas plu, que je trouvais une équipe très mauvaise numéro 2 de conférence, et cette équipe de playoff que je trouve très bonne finaliste de conférence. Voilà. Point. Je vais te dire un petit secret, c'est la même équipe. Moi je trouve pas. J'ai regardé plusieurs matchs de playoff là et je trouve qu'en attaque c'est nettement plus clair et ou alors j'ai peut-être regardé les mauvais matchs de saison régulière, mais en saison régulière, excuse-moi, j'ai vu des matchs où en attaque c'était vraiment très très compliqué, très très laborieux. Cette équipe d'Indiana au final elle était vas-y Nico. Comme le disait Guillaume avant la série contre New York justement est une vraie proie pour Indiana par rapport à leur configuration et je pense qu'Indiana a vraiment profité de ce match-up là face à New York. Je sais pas ce que t'en penses, Guillaume. Oui, complètement, c'est pour ça que je t'ai dit qu'ils se sont fait manger au rebond quoi, notamment. Et c'est pour ça qu'Indiana a peut-être paru un peu plus fort qu'ils ne le seront contre Miami. Après Miami, c'est pas la force non plus de Miami, le secteur intérieur, on le sait. Et comme je te disais, Roy Hibbert revient super bien. Après, Guillaume, moi ce que je veux dire c'est que peut-être tu as regardé plus de matchs que moi de Indiana cette année, hein, effectivement. Mais je pense que là actuellement, Indiana a plus la capacité d'aller pouvoir mettre des paniers à Miami qu'elle l'aurait fait en saison régulière. Je sais pas si t'es d'accord, puisque apparemment non, mais j'ai l'impression
Si, je vois ce que tu veux dire, et la principale raison, c'est que Roy Hibbert est retrouvé au poste, alors qu'en saison régulière, il était vraiment perdu. Et justement, je pense que Indiana peut vraiment appuyer là-dessus contre Miami, parce que Miami n'est pas forcément excellent pour défendre sous les paniers, quoi. Voilà, parce que moi, ce que je te donne comme exemple, c'était vraiment le match de cette nuit. Indiana en attaque, c'était vraiment limpide, quoi. C'était clair, c'était propre. Et donc j'ai apprécié et j'ai trouvé que je me suis dit en voyant ça contre Miami en finale de conférence, et ben je pense qu'il peut y avoir match parce que on a une équipe qui est pas ridicule. Après, c'est à moi cette fois. C'est ce que j'allais dire tout à l'heure en fait, c'est que cette équipe d'Indiana au final elle était taillée pour les playoffs. C'est une équipe qui se base avant tout sur sa défense et sur l'intensité qu'elle met. Donc effectivement, sur une saison régulière de 82 matchs, tu peux pas mettre la même intensité que sur des séries de 7 matchs. C'est vrai aussi. Genre Lance Stephenson, il prend plus de 8 rebonds par match. Pour un arrière, c'est énorme. Mais sur la saison régulière, c'est impossible. Il y a aucun arrière qui peut te prendre 8 rebonds par match sur toute une saison. Donc cette équipe, c'est une équipe qui devait arriver en play-off, peu importe la place, parce que elle était là pour être en play-off, pour venir défendre, pour pourrir tout le monde en défense. C'est une équipe qui manque sans doute un peu de génie en attaque, ce qui peut être pénalisant en saison régulière, vu que la saison régulière favorise plus les équipes qui attaquent bien. Par contre, effectivement, quand ils arrivent en play-off, ça manque peut-être de génie en attaque, du coup c'est un jeu relativement basique, les bases du basket, du pass-eva, du pick and roll, et du coup ça donne un basket qui est très propre, parce qu'il est pas très compliqué. Et cette équipe justement arrive en play-off avec une défense hyper intense et hyper dure, et un basket très simple en attaque, qui au final est dur à défendre parce qu'il est très bien maîtrisé. Donc cette équipe va être très embêtante pour Miami parce qu'en plus elle est bonne dans tous les secteurs qui embêtent Miami, c'est-à-dire qu'elle est très forte à l'intérieur et elle a des bons défenseurs sur les ailes, plus des mecs qui peuvent scorer à l'intérieur ou au poste. Donc elle a à peu près toutes les armes qu'il faut pour embêter Miami, et ça on le savait depuis la saison régulière et ça va se prouver je pense sur cette finale. Alors pour moi, et pour conclure un peu là-dessus, j'ai envie de dire que si Indiana était un joueur, je dirais Tim Duncan. Vous voyez ce que je veux dire, un peu les fondamentales un peu qui. Tu veux nous dire Ouais, ou Marc Gasol ou une fleur. Vas-y. On t'entend pas, Nico. C'est pas grave. Vas-y. Il voulait dire portrait chinois, je pense. Non, j'ai fait une mauvaise vanne. Donc c'est pour ça que ça a été coupé. C'était énorme. Non, mais donc non, c'était ça. C'est vraiment cette équipe a pour moi tous les fondamentaux et ce qu'il faut pour. C'était clairement l'antithèse de New York et c'était bien justifié que ces gars soient en finale de conférence. Et d'ailleurs en passage, c'est une très bonne chose pour Ian Mahinmi qui a été aussi un petit peu utilisé sur cette série et qui n'a pas démérité. Voilà, messieurs, si vous avez rien d'autre à ajouter. Non, apparemment, très bien. Non, voilà, on a vu sur la série la différence entre une équipe de saison régulière et une équipe de play-off. Très bien. Et ben ça sera après. Oui, non, ça sera pas le mot de la fin. Allez, vas-y. C'est bon. Non, vas-y, dis ce que t'as à dire parce que là. Non, je veux dire que malgré la faiblesse intérieure de Miami, je pense qu'ils ont quand même les armes pour compenser cette faiblesse-là et vraiment faire souffrir Indiana. Ouais, ils ont un LeBron James quoi. Ouais, non, puis ils ont du 3 points. Ça change beaucoup de choses. Cette année, ils ont un bon Dwayne Wayne aussi qui revient. Hein. Oui, non, puis honnêtement, cette année, ils ont trouvé une vraie constance à 3 points et surtout sur plusieurs genres différents. Et je pense vraiment ça change beaucoup de choses, sachant qu'ils ont combiné ça aussi avec beaucoup plus de jeux sans ballon et de recherche de paniers ouverts. Vraiment, cette année, ils ont un fond de jeu qui est vraiment intéressant. Est-ce que c'est pas l'effet Ray Allen, ça? Pas que, parce que je crois que Bâtir en met un peu plus que l'année dernière. James aussi. Mais je suis d'accord, pas que, mais est-ce qu'il n'y a pas un petit effet Ray Allen quand même? Bah après, faut voir, là, parce que pour le moment, les shooters du 8 en playoff, on les attend encore, quoi. Battier, il est à 20% à 3 points. Chalmers, il est à 25%, et Ray Allen, il est à 30%, quoi. Donc, si les shooters, quand ils mettent pas leur shoot, c'est hyper dur pour eux. Et là, ils se sont fait remonter sur le dernier match contre Chicago, parce que les mecs qui tiraient à 3 points ne rentraient rien du tout. Oui, mais donc, ils sont pas à l'abri de faire face à un match où les shooters ne rentreront rien. Vas-y, oui, mais leur présence de ces shooters-là et le fait qu'on sait qu'en temps normal ils peuvent les mettre et que sur la saison ils en ont mis beaucoup, ça élargit les défenses. Plus d'espace qu'ils en avaient et on donne des espaces à James et Wade et là c'est fini pour tout le monde. Hein. Et voilà, exactement. Voilà, c'est sûr, parce que, au final, même sans des shooters en réussite, ils ont réussi à gagner 8 matchs sur 9. Donc, Voilà, c'était le mot de la fin. Point. Et moi, je voulais dire que
Non, on va se quitter là-dessus. Attends, on n'a pas parlé de Milwaukee. Non. Je veux parler de Milwaukee. Merci d'avoir débriefé, messieurs, sur cette demi-finale. On va revenir tout de suite, comme je vous le disais tout à l'heure, avec le quiz de Lisa. Et là, alors, bon, là, c'est pareil, je ne sais pas ce qui nous attend, c'est à l'image des shooters du hit. On ne sait pas si ça va rentrer. À tout de suite. C'est parti tout de suite, le retour, je vous l'avais annoncé donc en début d'émission. Lisa est parmi nous, salut Lisa. Salut Antoine, salut tout le monde. Alors Lisa nous a préparé un petit quiz, donc on vous l'a dit tout à l'heure, nous on savait pas trop à quoi s'attendre, donc on vient d'avoir un petit peu les règles hors antenne, donc on y voit un petit peu plus clair. Lisa, écoute, je pense que vas-y, présente ton jeu. Tu te démerdes. Voilà, alors c'est gentil, merci. Alors pour cette première édition de ce quiz 2.0, le concept va rester presque inchangé, mais en revanche les chances de chacun seront augmentées. Je vais donc vous citer les nouvelles règles qui ont été établies. C'est une bonne nouvelle pour Guillaume, ça. Ah, j'allais dire la même chose pour toi, Antoine. Aujourd'hui, les deux, ils se cherchent. Aujourd'hui, il y en a un qui a quelques kilomètres entre eux, mais... je digère pas Paul Pierce, ça me... Ouais, mais moi, c'est les Pacers, là, je ne conçois pas qu'on puisse... Enfin, bref. Vas-y, Lisa. Alors, les garçons, un peu de sérieux. Je vais vous parler des règles. Alors, pour commencer, l'ordre de passage sera établi comme suit. Je vais poser une question au tout début, et le premier qui donnera la bonne réponse, ce sera celui qui commencera le quiz, et c'est également celui qui déterminera l'ordre de passage des autres participants. Donc je compte sur vous pour ne pas verbalement vous entretuer et faire preuve de galanterie les uns aux autres, hein. Galanterie avec des mecs comme ça, c'est pas possible. Je peux pas. Bah, vous vous débrouillez, hein. Je sais que déjà Guillaume est déjà en train de préparer la tête de la mascotte du Celtics à envoyer. Non, attends, parce que là Guillaume il est déjà dans les archives là. Je te jure, il est dans les archives là, déjà. Il a déjà son livre. Mais non, vous savez pas, mais chez lui Guillaume, autour de lui il y a plein de gros bouquins poussiéreux sur la NBA, tout ça. C'est un truc qui gagne en fait. C'est les années 60. Ça va être tranquillement installé dans son canapé avec son maillot de Julius Erving. Autour de lui, il y a toute une bande de potes qui fouillent dans les bouquins, tu sais. Ouais, c'est clair. Bon, vas-y Lisa, excuse-nous. Pas de soucis. On te laisse. C'est toi la maîtresse de ce jeu, donc vas-y. Exactement. Alors donc une fois que cet ordre de passage sera déterminé, chaque joueur se verra poser 3 questions avec des thèmes différents qui concerneront tant la NBA que les autres championnats, avec quand même un petit focus sur la NBA. Et donc le grand gagnant du jeu sera celui qui aura répondu le mieux à ces 3 questions. Et en cas d'égalité, je poserai la question en ordre, et le premier qui donnera la bonne réponse, donc de ceux qui sont à égalité, ils auront donc gagné le jeu et gagneront le cadeau exceptionnel que j'aurai toujours présenté au début du jeu. Alors, et justement, qu'est-ce qu'on gagne, Lisa ? Alors, cette semaine, en avant-première, vous pouvez gagner l'autobiographie du monosourcil de Anthony Davis, premier choix de la draft 2012-2013. Souvent manqué, mais jamais égalé. Autobiographie intitulée Aïe, ça gratte. C'est ça. Je vois que t'en as entendu parler. Ok, là, je crois qu'on est vraiment parti dans le jeu de luxe, là, les gars. Je sais pas si vous avez remarqué, mais là, on est dans la vraie compétition, là. Non? T'as peur? Ça sent le mec qui a peur, ça. Ouais, moi, non, mais là, je crois qu'on a franchi un palier niveau quiz. Bon, écoute, Lisa, quand tu veux, est-ce que c'est déjà clair pour vous? Est-ce que vous avez des questions? Moi, oui, on verra sur le tas, je pense. Ça marche. Moi, personnellement, c'est très clair. Les auditeurs, si c'est pas clair pour vous, vous nous écrirez un petit mail. Dépêchez-vous de manifester parce qu'on n'aura pas le temps de vous attendre. Ouais, dépêchez-vous là. Personne répond, c'est pas grave. Alors, si tel n'est pas le cas, je pense qu'on peut commencer à jouer dès maintenant. Et je rappelle que le premier qui répondra juste commencera le jeu. Alors, vous êtes prêts? C'est parti. Yep. Alors, quels sont les 2 joueurs français à avoir été draftés au premier tour de la fameuse draft en 2003? Michael Pietrus et Pietrus. Qui a répondu en premier? Ah, c'est moi. Je suis désolé, Nico, mais c'est moi. Ah, c'est Antoine. Là, je suis désolé, Nico, mais... Alors, non, je vais t'envoyer Paul Pierre, c'est tout. Bon, allez, c'est bon, ça. Alors, bon, Guillaume, il se la raconte moi, là, déjà, le gars. Déjà, tu passeras en dernier, toi. Ensuite... Alors, je te laisse me communiquer l'ordre de passage. Donc Guillaume en dernier. Guillaume Taxi, déjà en dernier. Ensuite... Le meilleur pour la fin. Ensuite, je vais mettre Nico, mon petit préféré, en premier.
Donc au deuxième, après Oui, toi. enfin, juste après moi, bien sûr, normal. Ah bah je suis pas si tant ton préféré de ça si tu me fais deuxième, attends. Non, mais dans mon cœur, tu Attends, fais deuxième, non, tu non, fais deuxième t'as après dit- moi. Je me préfère à toi. Oh, Et donc Lucas entre les deux. Ça marche. Alors Antoine, es-tu prêt à Ouais, ouvrir le bal? je suis prêt à ouvrir le bal. T'as la pression un peu, Antoine, ça Ouais, va c'est vrai que j'ai un peu la pression d'un coup là. Ah ouais, ça commence, c'est dur un peu. Ouais, en fait, Tu te rends compte, des millions de fans sont en train de t'écouter. c'est Sans vrai. suspendre tes lèvres. Oh putain, faut que j'ouvre mes archives. Vas-y Lisa, c'est bon. Alors Antoine, peux-tu me dire quelle est la franchise la plus titrée du millénaire? Du millénaire, des années 2000. C'est ce que j'appelle le millénaire. Oh putain, putain, j'allais dire les Celtics si c'était depuis le début. Non, mais je dirais les Lakers. Très bonne réponse. Il a mis du temps à répondre quand même. Hein. Non, Non, mais- mais parce que je pensais vraiment que tu vois, au début, la franchise la plus titrée, j'allais sortir les Celtics d'instinct, tu vois. Mais... Enfin bref. Alors c'est bien juste, ce sont donc les Lakers avec 5 titres majeurs, dont aussi 2 finales perdues. Donc ils ont gagné le titre en 2000, en 2001, en 2002, en 2009 et en 2010. Voilà, ça c'est ce que j'appelle être précis. Lisa, vas-y, franchement là t'es parfaite, ne bouge pas. Et puis la finale perdue en 2004 contre les Pistons et en 2008 contre les Celtics. Ok, voilà, les gars, j'espère que vous avez appris quelque chose. Vas-y la suite, là je suis chaud. Alors Nico, dis-moi quel est le joueur en activité qui a inscrit le plus de points en carrière? Je sais pas, c'est Kobe, non? Exactement, bonne réponse. Kobe Bryant, avec 31 617 points, donc décompte au 17 avril, à sa blessure. Il est le 4e meilleur scoreur derrière Karim Abdul-Jabbar, Karl Malone et Michael Jordan. Eh mais dis-moi, t'es fan des Lakers ou des Celtics? Ouais, là, elle est en train de Ça va pas du tout là. C'est un quiz à thème, ouais. Ça va pas du tout là. C'est aléatoire, hein, je vous avoue. Ah oui, c'est aléatoire. C'est très aléatoire. Non, mais Ok. par contre, t'as tout Boston qui sont en train de la chercher là maintenant. Où est-ce qu'elle est? Ok, vas-y, on enchaîne. Alors Lucas, peux-tu me dire quelle est l'équipe qui compte le plus de joueurs non américains? Les Lakers. Non américain. Facile. Doit Ah, être, putain, je sais. j'hésite entre Toronto et Minnesota. Je vais Strasbourg. dire plutôt Minnesota. Minnesota? Ouais. Eh ben c'est pas la bonne réponse. C'est les Raptors. Non, ce sont merde. les Spurs. Ah mais oui. Ouais, Putain, bah oui. ouais, j'étais persuadé que c'était les Raptors. Avec donc 9 joueurs qui sont non américains. Donc il y a des Australiens en la personne de Aaron Bynes et Patty Mills. Beaucoup de Français comme vous le savez, Nando De Colo, Boris Dio, Tony Parker. Tim Duncan qui est des îles Vierges, donc qui comprend pas donc dans les États-Unis. Manu Ginobili argentin, Corey Joseph canadien et Thiago Splitter brésilien. Oh, là j'ai appris quelque chose. Donc C'était quand même avec vachement un plus dur. total de 9 joueurs. Hein. Et puis Matt Bonheur qui est pas très clair quoi. Lui, on sait pas trop. Ça figure quelque part. Vas-y. Vas-y, alors la question à Guillaume. Lucas, c'est dommage, hein? Alors Guillaume, cite-moi dans l'ordre si possible les équipes dans lesquelles Shaquille O'Neal a évolué. Dans l'ordre. Allez, Si possible. Mais au moins cite-moi les équipes. Orlando, Commençons par le les lycée. Orlando, les Lakers, Miami, Phoenix, Cleveland et Boston. C'est un sans faute pour toi Guillaume. Il manque Tu Louisiana. m'as donc dit toutes les franchises ainsi que l'ordre. C'est vraiment bien. En tout 19 saisons pour le Shaq. Bon, bah, très bien. Voilà. Bon, ensuite, Alors, c'est de nouveau au tour de toi Antoine. ouais. C'est ton tour. Dis-moi quelle est la nationalité de Bo McCaleb, joueur de Fenerbahçe. Macédonien. C'est bien juste. Donc, il a la double nationalité avec les États-Unis et la Macédoine. Et il est né aux États-Unis, il a étudié aux États-Unis, mais il est macédonien par naturalisation. Et il avait fait un Euro 2011 formidable. Exactement. Pour la Une précision. Euroleague 2013 toute pourrie. Voilà. C'est con C'est pour le- très intéressant tout ça. Allez, bon bah tout ça parce que tu vois que je suis en train de gagner mon gâteau les boules là. Vas-y, à Nico. Alors, Nico, où se déroulera l'Eurobasket en septembre prochain? Oh merde. En Espagne? Non, Oh mon gars, c'est pas ça du tout. Ah, c'est en Slovénie, du 4 au 22 septembre 2013. Ah, j'ai pris des billets pour l'Espagne, merde. Ouais, c'est mort pour toi. Oh non. Donc, pour petit rappel aussi, dans le groupe A, donc celui de la France, il y aura l'Allemagne, la Grande-Bretagne, l'Israël, l'Ukraine et la Belgique.
Je tiens juste à dire que Guillaume, là, il est en train de dire, mon Dieu, je suis content de pas avoir eu cette question. C'est clair. Ah, je suis complètement d'accord. Bon, bah écoutez, déjà, je suis content, je suis sûr déjà d'avoir battu Nico et Lucas. Bon, ça va se jouer avec l'autre, là. Antoine, c'est le Gary Payton du quiz. Quoi. Le mec, il est odieux. Quoi. Guillaume, t'es pas là, là, t'as perdu? Mais t'enflamme pas, t'as juste 2 points, toi. Allez, Allez, envoie la question, déjà, on Lisa. enchaîne avec Lucas. Alors, Lucas, qui a remporté l'Euroleague en 2012 à la fin d'un match épique? Olympiakos. C'est bien juste, sur le score de... Ouh, bonne question, ça se joue Qui à a un point. marqué le lancer franc à la Cette année, 18e? cette année, c'était 186 contre le Real Madrid. Alors, c'est possible, mais en tout cas, donc c'est l'Olympiakos a bien gagné sur le score de 62-61 face au CSKA à Moscou grâce à un panier dans la dernière seconde du match. Oui, d'ailleurs, j'étais dégoûté Quintesic. pour le CSK qui avait une putain d'équipe. C'est vrai. Donc c'est une bonne réponse pour Lucas. Et maintenant, Guillaume, roulement de tambour. Ah, si t'as Peux-tu pas me une question d'Europe, dire quelle est l'équipe qui se classe actuellement première de la Liga espagnole? Chance sur 2. bon, il est foutu, c'est bon. Le Barça, C'est clair. je sais pas. Bon, t'avais un peu une chance sur 2, mais il s'agit du Real Madrid. Allez, Putain, c'est bon, ça! allez mec, putain. Ça y est, je redeviens gentil, c'est bon. Donc le Barcelone se classe seulement 3e. Ouais. Et Pour le moment. c'est qui la deuxième équipe? Rappelle-le. Alors, je sais pas vraiment comment ça se prononce, mais je dirais le Cara Laboral. Laboral de, on l'a dit tout à l'heure, Fabien Causer et Thomas Hurtel. Thomas Hurtel. exactement. Bon, écoutez, on fait la dernière question pour le fun ou pas là? Et Bah, pour le je pense fun, quand même, ouais. faut pas encore gagner, hein. Bon, mais alors vas-y, Lisa, je te laisse le soin. Alors, donc, pour le fun, je vais dire... Bon, tu sais, il peut toujours y avoir une égalité, Antoine, si tu Ouais, trouves, hein. oui, mais c'est pas grave, déjà, ce sera une très belle victoire pour moi. Ok, alors, dis-moi, toi, en tant que fan des Celtics, Voilà. quelle a été la seule équipe à battre les Celtics au Garden dans la saison 85-86? Ah ah. Prends Alors. ça dans tes dents. Au Garden. Chérie, au en Garden, alors je dirais soit les Lakers. Laisse-moi deux propositions parce que là ça va vraiment être compliqué. Soit les Lakers, 85-86. Absolument. On entend le bruit du clavier Non, d'Antoine. non, non. Le pire c'est que même pas. Je vous jure que je fais même pas. Je dirais soit les Pistons, non pas. Non, je dirais les Lakers, mais Je connais même pas la décennie en fait. C'est Sixers, non? sans conviction. Non, alors vous avez pas tout juste là, hein, ça va pas du tout. C'était Il quoi? s'agit des Portland Trail Blazers. Eh C'était oui. le 6 décembre 1985 sur le Ah, j'y score de étais, en 121 plus. à 103. Et C'est un tout jeune Clyde Drexler. c'était les Trailblazers. Un tout jeune Sam Bowie. C'était. Aussi. Mais qui devait tenir les serviettes lui par contre. Mais c'était les Trailblazers ou les Jayblazers? Les Trail Blazers. Trailblazers, autant pour moi. Yep. Ouais, très bien, bah là franchement j'avoue, excuse-moi, Allez. calé là. Bon bah vas-y, on enchaîne alors. Alors, Nico, dis-moi, quel fut le premier joueur dans l'histoire NBA à être numéro 1 pour les rebonds et les assists durant la même saison? Facile. Facile. Allez, Alvin Robertson. Non. Non, je suis emboulé. N'importe Oh là là. quoi, mais n'importe quoi. Et je sais, pour toi, Guillaume, tout de suite, tu fermes ta gueule. Oh, je sais, ouais, non, non. Ça y est, c'est parti. C'est Robertson, c'est ça? Non, il s'agit de Will Chamberlain Mais oui. C'est toujours lui. lors de la saison 1967-68 avec quelle équipe? Bah, les Philadelphie 76ers ou alors Exactement. Warriors. Les à Warriors, l'époque. les Philadelphie Warriors. Non Alors, toi, non Non, Sixers. avec les Sixers, exactement. Ah, faites pas les cons parce que lui il s'y connaît les gars. Ouais, mais, Les gars, me cherche pas. faites pas les cons. Les Warriors Philadelphie début de 60, ensuite ils sont allés à San Francisco, mais lui est revenu au Philadelphie On t'a Sixers. pas demandé de l'histoire de la NBA, merci. Lucas, à toi. Alors, combien de fois les Lakers ont-ils remporté le championnat avant de se déplacer à Los Angeles? Oh oui, je suis sûr d'avoir. C'est la période avec Mikan et Goodrich, donc ça ont dû le gagner 3 fois si je dis pas de conneries. Ben, tu dis des conneries, je m'excuse. Ouais. Il s'agit de 5 titres. 5. Ils étaient alors donc à Minneapolis, de la saison 1949 à 1960. La belle époque Andrew Goodluck et Hank Clark, je m'en rappelle.
Bon, bah, c'est bien, Guillaume, dernière question. Et j'espère Alors, que t'as pas- Guillaume, si tu inscris le point, tu vas en prolongation contre Antoine. Alors, je pense que la motivation est grande, n'est-ce pas? Facile, facile. De toute Et une façon, question Guillaume, sur l'Europe. si tu égalises pas pour battre Antoine, on te met ta race, ok? La question. Alors, personne d'entre nous était né, je suppose, mais lors de la création du trophée en 1956, qui fut le premier joueur à être nommé NBA MVP? Ed Macaulay. Ah Absolument non, non, pas. non, ah non, je parlais Ah, de All-Star Game. c'est bon, j'ai gagné. Attends, merde, je parlais du All-Star Game. Non, c'est Bob Petit, pardon. Non, trop tard. C'est Bob Tu Petit. as dit ta Ah, réponse. mais je sais pas si je peux te l'accorder, Non, celle-là. c'est pas accordé, non. c'est pas accordé, il l'a dit tellement. J'ai dit la réponse. J'ai dit la réponse. Attends, Lisa, tu sais ce que tu vas T'as- faire? Tu T'as vas eu deux faire la propositions, question. toi, pour Boston. Moi, j'en dis deux aussi. Non. Non, c'est Bob Petit, en plus, je le sais. Je suis pas d'accord. Bah, c'est vrai que c'est pas petit, mais dis-moi, Nico, ta proposition? Ouais, bah, du coup, tu fais la question de la prolongation. Si c'est Mhm. Antoine qui gagne, bon, de toute façon, ça changera pas. Et si c'est Guillaume, eh ben, on les laisse se friter, d'accord? Ça marche, on fait comme ça. Et ça marche. Est-ce que ça va pour vous, les garçons? Allez, vas-y. Alors, dites-moi déjà un chiffre entre 1 et 4, parce que ça déterminera quelle question je vais vous poser. 2. Ok. Alors, en 1995, j'y arrive, lors de son retour aux Bulls, quel numéro portait Michael Jordan? 45. 45. Mais oui, mais bon, c'est entre Guillaume et Antoine. Non, mais Du coup, je je le marque un savais point, en je suis même temps. égalité avec Guillaume maintenant. Non, mais je le savais, c'était 45. Ah, mais c'était même Bon. pas à moi de répondre. Bah, c'était à vous de... Bon, Ah, c'est c'est pas à grave, moi. de toute Je façon, pouvais répondre aussi. de toute façon, c'est pas très. Ah oui, c'est la question Ah, là. ok. Oh. Ah, fais-en une autre. J'en fais une autre. Ah, bah non, mais attends, ça fait 2 fois que je gagne. Ouais, non, arrête. Attends, je dis 45 avant toi. Bah oui, mais 45, tout le monde le savait. Mais oui, mais le chose en fait, c'est que c'est Antoine et Guillaume, vu que c'est les deux à Mais oui, égalité. voilà. Bon, ok, question 3. Arrête, Guillaume, il a voté la dernière question. C'est vrai, franchement, là-dessus, je suis d'accord. Merci, Lucas. Grand respect à toi, big up. Ok, alors, Onyx, Famille. quel On a le droit de numéro répondre, a hein, pote. été... Vous m'écoutez là? Onyx, Onyx, quel numéro a été retiré par 2 fois? 33. Guillaume, quelle est ta réponse? Le 13. Absolument pas. Vous avez faux tous les deux. Il s'agit du 15 de Earl Monroe et de Dick McGuire. Ouais, c'est pareil. Évidemment. Je le savais. Et là, je vais peut-être vous apprendre quelque chose, mais savez-vous que dans certaines franchises, le numéro 6 est retiré en hommage aux fans qui sont considérés comme le 6e homme, notamment à Orlando et à Sacramento. Ah, je savais pas les salles dans lesquelles c'était fait, par contre. Je savais Avec que c'était... Sacramento, fallait bien qu'il retire des maillots un peu. Ah oui, Sacramento, il n'y a pas grand chose à retirer. Et bim. Bon, allez, bon, faisons une petite Bon. dernière pour le fun. Dernière question, là il va falloir être vraiment rapide parce que je trouve que c'est une question assez facile. Alors, vous êtes prêts? Oui. Quelle est la franchise à avoir retiré le plus de maillots? Boston. Non, Alors, Guillaume, Boston. tu as répondu juste. bah, de toute façon, c'est moi qui ai gagné, je m'en fous. J'aime bien la réponse d'Antoine. Je laisse pour le fun, Donc il s'agit en effet des Boston Celtics avec à ce jour 23 maillots retirés, dont le 00 de Robert Parrish, le 6 de Bill Russell, le 17 de John Tu vas tous les Havlicek, faire là? le 33 de Larry Bird. Larry- Non mais elle est plus connue quand même. Ah d'accord. Et il y aura Paul Pierre bientôt s'il se fait pas trader. Non, Paul Pierre, c'est sortir à Memphis. Bon, bah, c'est bien, en tout cas, merci, Lisa. Voilà, c'est parfait, on a enfin le droit à un vrai quiz, donc, tu seras là la semaine prochaine. Bah j'espère, et j'espère que De toute les questions façon- n'étaient pas trop difficiles et que c'était à la hauteur. non. Non, elles étaient très bien, les questions, elles étaient très bien. Peut-être enlever l'Europe, ça me ferait plaisir. Ah, si on enlève l'Europe, on enlève les années 60-70. Tu sais, alors attends, Lisa, je te donne une question pour Guillaume la semaine prochaine. Qui est le président de la Fédération française de basketball? Ça sera très bien. Ah, c'est monsieur. Vas-y. Je sais plus, non. Voilà. Donc merci, Lisa, tu les gardes pour la semaine prochaine, celle-là. Ça marche. Bon, bah les gars, en tout cas, merci Lisa, super. Les filles, pardon. Lisa, merci à toi d'avoir été là. Merci à toi pour le quiz. Donc c'est bon. Dernier mot, qui a gagné selon toi? Bon, vous avez fait tous une super participation. Je vais dire à la fin égalité entre Guillaume et Antoine. Vous êtes gagnants les deux, mais vu que le cadeau parle du monosourcil de Anthony Davis, il est assez long, donc je pense que vous pouvez vous le partager. Ça marche. Bon, en tout cas, bah, super. Merci Lisa, merci les gars d'avoir été là. La semaine prochaine, on se retrouve, on sera bien avancé sur les finales de conférence. Donc, on en saura un petit peu plus. D'ailleurs, je rappelle que ce soir se joue le premier match entre Memphis et les Spurs. Si vous avez un petit pronostic, c'est maintenant. Moi, je vois le premier match pour Memphis. Alors moi, j'ai une préférence pour les Spurs. Les autres, ils en ont rien à foutre. Ouais, ils sont plus là. Boston. Ils sont partis. Ils ont Boston. Bon, allez, merci à tous. Excellente semaine basket à vous tous et à la semaine prochaine. Salut!